tiré du premier tome. Tout ce que vous croyez savoir est faux. Les origines de l'homme. Lloyd était intervenant pour nous lors de nos séminaires d'été, l'été dernier. C'est l'un des rares à être aussi exceptionnel, qui a été invité à revenir. Et après avoir assisté à sa présentation, vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, c'est un ami. Je le pense vraiment. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et il a une intelligence remarquable. Et vous allez adorer sa présentation. Originaire de Louisiane, diplômé de Tulane, licence en psychologie, écrivain depuis plus de 25 ans, et penseur depuis encore plus longtemps. Voici Lloyd Pye. Merci Bob, merci beaucoup. Pour ceux qui ont déjà vu ce film, vous allez remarquer, le début va manquer. Je ne vais pas parler du darwinisme, car je vais ajouter des choses à la fin que je n'avais pas la fois précédente. Et je pense que ça va vous intéresser. Donc on va commencer directement par les origines de l'humain, puisque c'est le sujet du livre, et on avancera à partir de là. On peut passer à la première diapositive. Prenez une minute pour regarder ceci. Attendez, oui c'est ça, je n'ai pas à le faire. On nous raconte tous que c'est comme ça que tout a commencé pour l'humanité. Qu'on serait issu de la boue primordiale, et qu'on a évolué petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Pendant tout ce temps, c'était manger, survivre, se reproduire. Tout ça mène à nous. On a cette incroyable faculté de se demander et de se poser la question du pourquoi. Comment c'est arrivé? C'est ce qu'on va explorer ici. On nous dit qu'on fait simplement partie du cours naturel des choses. Avec Spécimen, nous avons un lien commun qui commence il y a 8 à 5 millions d'années. Entre 8 et 5 millions d'années. Parce qu'on sait qu'il y avait des primates bipèdes il y a environ 4 millions d'années. Alors ils reculent simplement cette origine et partent du principe que si on marche debout à 4 millions d'années, on a dû se séparer des singes quadrupèdes à ce moment-là. Il y a entre 8 et 5 millions d'années. On sait que nous étions déjà bipèdes il y a 4 millions d'années, car on en a la preuve datant de 3,5 millions d'années. Passons à la diapositive suivante. Ce sont les célèbres empreintes de Laetoli en Tanzanie, découvertes par Mary Leakey et son équipe en 1968. Voici à quoi elles ressemblent. Elles sont imprimées dans de la cendre solidifiée. Ici, une grande paire d'empreintes, là une plus petite. On suppose qu'il s'agissait d'un couple en déplacement. Sur l'image agrandie, l'empreinte n'est pas vraiment humaine. Elle est différente à bien des égards, mais elle reste assez proche de l'humain, ce qui montre clairement que des êtres bipèdes marchaient debout. Il y a 3,5 millions d'années, datées précisément par les cendres volcaniques. Une méthode très fiable. C'est pour ça qu'on remonte plus loin dans le passé. Si on était déjà aussi droit il y a 3,5 millions d'années, on l'était probablement aussi vers 4 millions d'années. C'est de là que viennent les estimations de 5 à 8 millions d'années. La divergence avec l'ancêtre commun. Passons à la diapositive suivante. Voici comment cela s'est passé. Le volcan tout proche a recouvert la zone d'une couche de cendres. Les créatures marchent et laissent leurs empreintes. Ensuite, une nouvelle couche de cendres recouvre le tout. 3,5 millions d'années plus tard, un ruisseau traverse la zone, il entaille les couches et révèle une empreinte. Un membre de l'équipe de Mary Leakey la découvre, et il dégage patiemment les couches, jusqu'à mettre au jour l'intégralité des empreintes. Des miracles qui s'enchaînent. C'est une découverte extraordinaire. Si je vous montre ça, c'est pour que vous remarquiez que tous les préhumains que vous verrez dans les livres, et vous pourrez vérifier vous-même, qu'on vous montre toujours une tête à peu près comme celle-ci, avec des traits très proches des singes. Parce que tous les crânes de préhumains ressemblent à ça. Mais ils mettent systématiquement un corps humain sous ces têtes. C'est un conditionnement subtil qui nous touche tous pour nous faire croire que ce sont réellement des préhumains. Parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Les anthropologues les appellent préhumains. On ne peut vraiment pas dire que ces crânes sont humains. Et effectivement, ils ne le prétendent pas, mais ils laissent les corps franchement très humains.
Les mains qui descendent jusqu'au milieu des cuisses. J'aime pas dire ça, mais franchement, ça ressemble pas mal à mon corps. Au final, on se fait tous berner par ces images, qu'on voit partout. C'est comme ça que je vous le raconte. Passons à la diapositive suivante. Lucy est très célèbre. Tout le monde devrait connaître son histoire. Lucy in the Sky with Diamonds, 1974, dans une vallée isolée d'Éthiopie, découverte par Donald Johansson et son équipe. C'est la première des préhumains. Ce sont les Australopithèques, et elle est l'une des plus anciennes. Ce qu'on sait d'elle est exceptionnel, car on en a retrouvé 40%. En reconstituant les parties manquantes par symétrie, on atteint 80% du squelette. C'est bien plus qu'aucun autre fossile de l'époque. C'est incroyable, on en sait beaucoup sur elle. Elle mesurait entre 1,05 mètres et 1,12 mètres. Vraiment minuscule comparée à nous. Mais l'ensemble de ses os sont beaucoup plus robustes que les nôtres. Prenons par exemple son humérus. Il est bien plus long que celui d'un humain de la même taille. L'os humain s'arrêterait à peu près ici. C'est à peu près cette épaisseur. On voit qu'elle est bien plus robuste que nous, à tous points de vue. Elle présente une tête de chimpanzé, ce que son crâne ne montre pas, mais que l'on observe chez d'autres individus similaires. Une tête proche de celle d'un chimpanzé, mais on sait qu'elle marchait debout, car on possède sa hanche et son bassin, et surtout son articulation du genou, qui sont très proches de celles des humains. On sait qu'elle marchait sur deux jambes, c'est incontestable. C'était un être qui se tenait droit en marchant, mais ses os ne ressemblaient pas du tout aux nôtres, ni sa tête d'ailleurs. Je veux aussi poser une chose à ce sujet. Ceux qui sont payés pour découvrir ces fossiles de préhumains, sont payés spécifiquement pour trouver des fossiles de préhumains. Alors ce qu'ils font, c'est essayer de les arranger de toutes les façons possibles, pour qu'ils paraissent plus humains. Et le problème, c'est toujours les bras. Parce que chez les préhumains, les bras sont beaucoup trop longs, de là à là, entre l'épaule et le coude, comparé à nous. Si vous remarquez bien, ils ont manipulé ça en le remontant bien plus haut, par rapport à l'endroit où il devrait se trouver. Juste pour que ça arrive jusqu'ici, pour que les bouts des doigts arrivent, au niveau du milieu de la cuisse, alors qu'en vrai, ça devrait être ici. Rappelez-vous de ces petites manipulations. Tout cela fait partie de cette stratégie insidieuse qui est menée contre toi, pour vous faire croire qu'on vous dit toute la vérité sur ce qui s'est passé. Diapositive suivante. Comme je l'ai mentionné, voici les 4 principales espèces d'Australopithèques. Lucy appartient à l'une des premières Australopithecus afarensis. Il y a aussi Africanus, Robustus et Boisé. En résumé, il s'agit en fait de chimpanzés capables de marcher debout, de gorilles capables de marcher debout. On le voit à la longueur, la largeur du visage et la crête sagittale, comme chez les gorilles actuels. Il s'agit d'un os rigide où les muscles s'attachent au sommet du crâne, entre il y a 4 millions et 2 millions d'années. On retrouve 2 chimpanzés marchant debout et 2 gorilles marchant debout, et rien d'autre. Il y a 2 millions d'années, un changement majeur s'opère. On parle d'une transition, où d'une façon ou d'une autre, les Australopithèques auraient évolué vers le genre Homo, qui signifie homme. Vous verrez qu'ils ressemblent bien plus à l'homme moderne que les Australopithèques, qui restent avant tout des primates bipèdes. On assiste donc au passage des Australopithèques au genre Homo. On parle ici d'une transition, c'est une véritable transformation. Vous allez le voir sur cette image. Passons à la suivante. C'est parti, Australopithèque Homo. Regardez bien, ce n'est pas une transition. Il faudrait 20 ou 30 étapes progressives pour passer de l'un à l'autre. Le changement est immédiat. C'est soudain, voilà. Les homos sont là. Je ne parle pas du tout d'autre chose. Passons à la prochaine diapositive. Voilà, les homos sont arrivés. Regardez, Homo habilis, Homo erectus, Homo archaïque, Homo neanderthalensis, et enfin Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, c'est nous. Observez, de l'homme de Néandertal en remontant jusqu'aux Australopithèques. Ils ne nous ressemblent en rien. Rien à voir. Nous sommes là aujourd'hui. Une nouvelle étape. Souvenez-vous, 4 millions d'années des Australopithèques.
puis encore 2 millions d'années. Ces périodes se chevauchent en partie, et seulement 120 000 ans en arrière, tout à coup nous apparaissons. En un instant, sans aucune ressemblance avec nos prédécesseurs. Leurs os étaient bien plus épais que les nôtres, comme ceux de Lucie. Et ce, sur tous les plans, les formes sont différentes. Vu de face, c'est difficile à distinguer. En fait, ils n'ont pas vraiment de front. Leur front part en arrière, juste après leurs grosses arcades sourcilières. Nous, on n'a rien de tout ça. On a un front bien développé. Nous n'avons pas ces arcades proéminentes, de grands yeux ronds pour voir la nuit. Les australopithèques aussi en étaient dotés. Ce sont des yeux de primates. Les primates ont ce genre d'yeux. De grandes ouvertures nasales montrent un large nez plat s'étendant sur tout le visage. Chez nous, un petit os fait ressortir le nez. Nos orbites sont petites et presque rectangulaires. On voit très mal la nuit. Le changement est radical. La mâchoire supérieure ressort. La nôtre est rentrée vers l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec nous. Les profils révèlent à quel point le changement est frappant. Mâchoire avancée, pas de menton. Mâchoire encore plus avancée, toujours pas de menton. Et soudain, mâchoire plate, menton bien dessiné. Regardez ce changement ici. L'Australopithèque Homo erectus Cro-Magnon. Le saut d'un stade à l'autre est tout aussi énorme, sur le plan anatomique. C'est un fossé immense, un écart colossal. C'est pas une évolution progressive. Ce sont des transformations, quoi qu'en disent les anthropologues. Diapositive suivante. Est-ce que je donne mon interprétation, parce que les têtes vont dans ce sens? Non, voyons un corps en entier. Voici un Homo erectus appelé le garçon du lac Turkana. Homo erectus, le garçon du lac Turkana. Observez bien, ce garçon a à peu près 12 ans. Ses molaires ne sont pas encore apparus. Il fait déjà 1,63 mètres. Il atteindra sans doute près de 2 mètres, voire plus à l'âge adulte. On ignore comment il grandissait. Mais déjà, à 12 ans, il est déjà très robuste physiquement. Ses os à 2 ans sont bien plus épais et solides que ceux d'Arnold Schwarzenegger aujourd'hui. C'est vrai, regardez aussi la longueur de son bras. Et voilà son articulation de l'épaule ici. Ils ont donc dû la positionner correctement. Ce qui a obligé à placer le bout du doigt presque à sa place. Il devrait être un peu plus bas, mais c'est plutôt fidèle. Mais des os comme ça, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi sont-ils aussi robustes? La force de vos os dépend de la puissance de vos muscles. Ils doivent pouvoir encaisser la force que vos muscles exercent. Sinon, ce sont vos muscles qui pourraient casser vos os. Quand on regarde des os comme cela, on observe un animal d'une force incroyable. Que voit-on exactement? Ce sont des ossements de primates, des primates de la Terre. C'est ainsi qu'ils sont faits, qu'on parle de gorilles ou de chimpanzés. Et c'est vrai pour tous les primates. Ils sont bien plus puissants que nous. À poids égal, ils sont 5 à 10 fois plus forts. Ils sont capables, dès la naissance, de s'agripper aussitôt à leur mère, avec mains et pieds, s'agripper à son ventre, puis elle s'en va. Ils tiennent sans problème. Ceux qui ont déjà eu un singe savent de quoi je parle. Image suivante. Voici un chimpanzé sans poil à cause d'une maladie. On voit bien ses muscles. La force de ces singes est incroyable. Incroyable. Prenez un chimpanzé mâle comme celui-ci, pas un gorille, face à Mike Tyson. C'est un combat à mort. Les deux en sont conscients. 2 ou 3 minutes, le chimpanzé s'en sort. Il aura peut-être perdu une oreille ou deux. Mais c'est le chimpanzé qui s'en sort. Le chimpanzé peut vraiment le déchirer, membre par membre. Faut bien comprendre, la force des primates n'a rien à voir avec celle des humains. Passons à la suite. C'est pareil pour les néandertaliens, qu'on considérait récemment comme nos proches parents. Phalange de néandertaliens, phalange d'humains.
Morceau de fémur de néandertalien, morceau de fémur humain. Voyez la différence, ça n'a rien à voir. C'est comme comparer 2 € à 10 centimes, ou un manche de pelle à un de balai. Aucune comparaison, et on nous l'affirmait, juré craché, qu'on descendait directement d'eux. Même face à ce genre de preuves, c'est ce qu'ils ont martelé. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tout expliquer selon une perspective terrestre. La science a les mains liées. Ils sont dans une impasse. Ils sont obligés de tout voir sous l'angle terrestre. Ils écartent toute intervention extérieure, qu'elle soit extraterrestre ou divine. Alors ils proposent ce genre d'explication pour coller aux données, ce qui ne va pas du tout dans leur sens. Diapositive suivante. Voici un dessin qui l'illustre plus clairement, pour comparer les préhumains et les humains. Regardez, sur les dessins, les mains sont quasiment à la même hauteur que les nôtres. Remarquez que la cage thoracique a la forme d'un entonnoir inversé, comme chez les primates, chez les préhumains, alors que chez nous ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça signifie? On ne le distingue pas très bien d'ici, mais chez tous les préhumains, la tête est collée au reste du corps comme ça. Comme chez les primates. Leur tête repose directement sur les épaules. Nous seuls avons le cou dressé, qui tient la tête au-dessus du torse. Ils ont aussi de longs bras et beaucoup de force, donc il leur faut un grand point d'appui pour bouger les bras et accomplir leurs mouvements. Avec tous ces muscles et la tête tassée, il n'y a plus beaucoup de place. Ce qui donne ce triangle serré qu'on voit chez les primates. Alors que nous, avec nos bras plus courts, des bras et des os plus légers, on n'a pas besoin d'autant de muscles. Et notre tête est bien droite. Du coup, notre cage thoracique est différente. C'est important à comprendre. L'essentiel à retenir ici, il n'y a aucun os humain dans les fossiles dits préhumains. Ce qu'il faut vraiment retenir, il n'y a aucun os humain parmi ces fossiles. Et devinez quoi, les anthropologues ne vont pas vous contredire. N'importe quel idiot le voit. C'est évident pour tout le monde. Il suffit de leur faire remarquer. Ils le savent très bien. Ils répondent « Oui, oui, tu as raison. Il n'y a aucun os humain dans les fossiles de préhumains, alors qu'on continue d'affirmer qu'il s'agit de préhumains. » Si on peut s'en sortir comme ça, c'est parce que on va placer ici un chaînon, censé montrer une transition entre eux. C'est ça le fameux chaînon manquant. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Voilà ce que c'est. C'est ce qui devrait venir s'intercaler ici et permettre, comme par miracle, une transition continue entre les deux. Franchement, si on avait le chaînon manquant aujourd'hui, il lui faudrait une vingtaine, ou même 30 cousins à ses côtés, illustrant une transition progressive, crédible. Il n'y a pas qu'un seul chaînon manquant. Il en faudrait des dizaines pour que cette théorie tienne debout. De l'évolution progressive, le paradigme darwinien. Et ils n'ont même pas un ongle. Pas le moindre ongle du chaînon manquant. Ce qui nous amènerait à conclure que Darwin est une grosse arnaque. Mais ils ne veulent pas admettre qu'il manque ne serait-ce qu'un ongle de ce côté-là. Darwin reste intouchable. Tout continue comme si de rien n'était. Le chaînon manquant finira bien par arriver. Ça fait 140 ans, toujours rien, mais il finira bien par se montrer. Passons à la diapositive suivante. Alors parlons de la gorge. Gardez bien ça en tête. Observez bien, voici une gorge de primate. Et voici la nôtre. Une transformation totale, totalement. Et surtout, ils peuvent respirer et manger, et boire et avaler en même temps, sans s'étouffer. Nous, on sait bien ce que ça donne si on essaie. On recrache parfois des petits pois par le nez en toussant. En gros, les primates avec une gorge comme ça peuvent faire beaucoup de bruit. Si vous êtes déjà allé près des singes au zoo, vous voyez de quoi je parle. Des cris, des hurlements, des beuglements, des hurlements. Ça n'a aucune limite. Ils peuvent vous casser les oreilles. Certains, surtout les singes hurleurs. Mais ils ne peuvent pas faire ce que nous pouvons faire avec notre gorge. C'est exactement ce que je fais là, tout de suite. On coupe ces sons en tout petits morceaux. Ça, c'est modulé. Eux, ils ne savent pas moduler.
Ils ne peuvent pas parler. Et pourtant, on essaie vraiment de leur apprendre à parler. Tu sais, Coco, il travaille avec elle depuis quoi, 20 ans maintenant. Peut-être qu'elle connaît près de 3000 mots. On pourrait la mettre en CE2, et elle serait sans doute la meilleure de la classe. Mais elle ne parle pas. Elle ne pourra jamais parler, parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut, comme disent les militaires, elle ne l'a pas et ne l'aura jamais. Aucun autre primate non plus. C'est ce qui fait toute notre différence. Diapositive suivante. Donc, voilà où nous en sommes. Cette fameuse transition fluide des anciens au plus récent, y compris celui-là. Vous voyez, j'espère, que le seul vrai changement, c'est que les cerveaux grossissent. Et c'est moins évident à remarquer chez les Néandertaliens et les humains dits archaïques. Leur cerveau se développe vers l'arrière, créant ce qu'on appelle une bosse occipitale. Mais leur cerveau grossit à chaque étape. La plupart des gens sont surpris d'apprendre que les Néandertaliens avaient en moyenne un cerveau plus gros que le nôtre. Les Néandertaliens avaient un cerveau plus gros que nous. On a rapetissé, mais on est devenu bien plus intelligent. Allez comprendre. On nous dit que tous ces types ont disparu il y a 30 000 ans. Parce que c'est là qu'on voit le dernier Néandertalien. C'est là qu'on trouve le dernier fossile de Néandertalien, il y a 30 000 ans. Bref, ils ont disparu, et c'est tout, et il ne reste que nous. On nous a longtemps dit qu'on était apparu il y a 30 000 ans. Que Cro-Magnon est arrivé pile quand Néandertal a disparu. Ça collait parfaitement. On est arrivé, on les a tous éliminés, et voilà. On a pris la relève, et voilà. En fait, la réalité, c'était que qu'eux existaient déjà il y a au moins 120 000 ans. Ils ont vécu jusqu'à 30 000 ans. Il y a donc eu un important chevauchement de près de 100 000 ans, où les deux espèces ont coexisté, en vivant ensemble, sans vraiment se séparer, et sans s'éliminer mutuellement. Donc cette hypothèse a été abandonnée. Alors ils ont conclu que nous ne descendons pas des Néandertaliens, mais du Homo erectus. Vous connaissez le garçon de Turkana, et notre ressemblance avec lui. C'est donc de lui que nous descendrions. Voilà la nouvelle théorie. Vous voyez où est le problème? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Ont-ils tous disparu? Alors pourquoi auraient-ils disparu? Ils n'avaient pas de prédateurs naturels, les plus costauds de toute la vallée. Ils pouvaient affronter un lion et le déchiqueter. C'est dire leur force et leur gabarit impressionnant. Qu'est-ce qui pourrait les faire disparaître? On pourrait le faire. Oui, on pourrait. On est de vraies petites teignes. On est malin. On chasse en meute. On vit en groupe. On est des hyènes. Des hyènes à deux pattes. Et on défend férocement notre territoire. Ensemble, on pouvait en abattre n'importe lequel. En face à face, il nous ferait sauter la tête comme on perce un bouton. Faut bien comprendre. Alors, et si ce qu'on avait fait, c'était au lieu de les avoir menés à l'extinction, on les avait juste poussés dans des endroits où ils ne laissent plus de fossiles. Et si c'était le cas, c'est plausible? Voyons ça. Commençons par la Terre, là où ces espèces vont vivre. La Terre est composée de différents habitats naturels. On trouve des prairies, des savanes, des plaines, des forêts clairsemées, tous ces milieux très favorables. C'est là que des gens comme nous aimeraient vivre. C'est un environnement agréable. Les milieux beaucoup moins accueillants, ce sont les forêts profondes et épaisses, les jungles, les marécages, ce genre d'endroits hostiles, où on vit plutôt en périphérie. Mais on ne vit pas vraiment au cœur de ces milieux hostiles. On a tendance à le croire, mais c'est pas vrai. Et si ces gars-là vivaient dans les meilleurs endroits, et c'est le cas puisqu'on y retrouve leurs fossiles. Et vous savez quoi? C'est dans ces endroits qu'on retrouve des fossiles, dans les prairies, les savanes, les plaines et les zones clairsemées. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement rare qu'un fossile comme ça se forme. Il faut mourir dans des conditions vraiment précises. Il faut par exemple être emporté par une inondation soudaine. Ton corps est emporté par le courant, puis enseveli sous la boue, à l'abri des prédateurs. Ta chair disparaît, les minéraux remplacent tes os, et tu te pétrifies. Tu finis fossile. Ou alors, tu te fais tuer près du point d'eau. Un jour où tu es épuisé, accablé par la chaleur, tu es distrait, tu vas boire, le lion te bondit dessus. Il te tue sur place, au bord du point d'eau. Puis le troupeau de gnous arrive et le fait fuir. Il t'écrase dans la boue, et là, c'est parti pour le reste. Te voilà recouvert de boue. Ta chair se décompose, les minéraux pénètrent dans tes os.
et tu finis fossile. Voilà, c'est à peu près tout. C'est très rare de devenir fossile autrement. On se rend compte à quel point ce processus est un miracle, rien que d'en former un au départ. Et puis des millions d'années plus tard, il réapparaît, ou peu importe quand il ressort, et quelqu'un le repère en sachant ce que c'est. Le reconnaît et le sauvegarde. C'est un miracle sur un autre. Voilà pourquoi il y en a si peu, si rares et si précieux. C'est pour ça, sachez que dans les forêts épaisses et les jungles du monde, ils ne laissent pas de fossiles. Ça n'arrive jamais. On prend son eau dans la nature. On n'a pas de mare, on la trouve dans la nourriture et ce genre de choses. Vous serez sans doute surpris d'apprendre qu'il n'existe pas, à ce jour, aucun os fossile de chimpanzé qui ait jamais été découvert dans le monde. Ils ne laissent tout simplement pas de fossiles. Alors, au lieu qu'ils s'éteignent tous, et si on supposait tout simplement qu'ils occupaient les meilleurs habitats, cet individu est apparu avant 120 000 ans. C'est à ce moment qu'on retrouve ces fossiles, et ils les chassent tous du territoire. Allez dehors, c'est nous les nouveaux arrivants. On prend la place, et ils y arrivent, et il y aura quelques affrontements. Ils en élimineront quelques-uns. Ces gars-là, tu vois, ils sont pas si bêtes. Ils vont s'en rendre compte. Ces gars-là, c'est des ennuis. Faut qu'on parte. Et ils sont adaptés à la planète. Ils sont là depuis des millions d'années. Ils connaissent parfaitement cet environnement. Ils vont où ils veulent, et c'est ce qu'ils font. Ils marchent jusqu'à ce qu'on arrête de les suivre, et jusque dans les forêts profondes, et dans les jungles du monde entier. Et si cette hypothèse est vraie, et je pense que c'est le cas, alors cela expliquerait les centaines et les milliers d'histoires partout dans le monde. De quoi parle-t-on? De créatures bipèdes couvertes de poils, vivant dans les vastes forêts et jungles du monde, présentes sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les hominoïdes, voilà ce qui explique les hominoïdes. Vous êtes avec moi? Passons à la prochaine diapo. Voyons un exemple d'hominoïde. Voilà, ceci est une statue représentant un Bigfoot ou Sasquatch, sculptée à Willow Creek en Californie. Cette statue mesure environ 1,60 m. Moi je mesure 1,80 m. Imaginez que si cette créature était ici, sa tête arriverait à ce niveau. Il existe 4 sortes d'hominoïdes. 4 sortes. En Occident, on n'en connaît surtout que 2. Sasquatch, Bigfoot, ce type-là. L'abominable homme des neiges, le Yeti. Et il existe 2 autres sortes qui dominent ailleurs dans le monde, dont on sait peu de choses. Les Amas et les Agawis. Voyons-les en détail. Ils se ressemblent, sauf pour la taille. La catégorie Bigfoot Sasquatch fait entre 2,10 et 3 mètres pour 320 à 450 kg. Les géants, ceux dont on parle le plus. L'abominable homme des neiges, le Yeti, fait entre 1,50 et 2,10 mètres et pèse 135 à 270 kg. Ne vit que dans l'Himalaya. Au total, ces 5 chaînes sont aussi grandes que les États-Unis. Il y a de la place pour se déplacer. Mais elles ne sont pas présentes partout. Mais le Bigfoot, lui, est présent partout. Troisième type, les Almas. On trouve les Almas dans les montagnes, du sud de la Russie et de l'ouest de la Chine, dans les Pamirs et le Caucase, ainsi que dans l'Altaï et le Tian Shan. On en trouve aussi ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, encore de taille humaine, mesurant de 1,50 à 2,10 mètres, et pesant entre 135 et 270 kg. Quatrième type, les Agawis, environ 1,20 mètres, près de 90 kg. Ce sont les pygmées du groupe. Vous vous souvenez peut-être, ironiquement, il existait 4 espèces d'Australopithèques, 4 premiers Homo, et voilà la surprise. Il existe 4 grands types d'hominoïdes. C'est fascinant, non? Voici lesquels. Le Bigfoot ou Sasquatch vit dans ce qu'on appelle les forêts de basse montagne. Dans les montagnes recouvertes de forêts, si vous avez déjà pris l'avion au nord-ouest des États-Unis, vous voyez ce que je veux dire. On appelle ces forêts-là des forêts de basse montagne, et plus on monte, plus on entre dans la haute montagne. Le Bigfoot vit dans les basses montagnes. L'homme des neiges vit dans les hautes forêts de l'Himalaya. Vous voyez le genre, il vit tout là-haut, dans la neige. Personne ne vit dans la neige. Il n'y a rien à manger là-haut. Ils vivent dans les hautes vallées. On les aperçoit parfois quand ils passent d'une vallée à l'autre, en traversant la partie enneigée de la montagne. Les Almas vivent aussi dans les basses montagnes, mais ils sont plus adaptables. Ils semblent aussi les plus intelligents. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous ressemblent. Ce sont juste des animaux très intelligents. Les Almas en sont un exemple. Je pense qu'on découvrira qu'il s'agit de Néandertaliens encore vivants. Il existe de solides preuves que les Almas seraient des Néandertaliens encore vivants.
Les Agagwès, le quatrième type, celui des Pygmées, vivent dans les jungles partout dans le monde. Cette ceinture tropicale qui traverse l'Amérique du Sud, l'Afrique centrale et l'Indonésie. Cette zone, ceux-ci ont une fourrure rousse, comme les orang-outans, qui vivent aussi uniquement dans les jungles du monde. Les autres sont couverts de poils bruns, foncés ou noirs. Quand on les voit, on les décrit toujours de la même manière. Où que ce soit dans le monde, peu importe le type. Quand quelqu'un les voit, et c'est souvent un habitant très isolé, qui ne sait même pas que le reste du monde existe, et encore moins que ces êtres sont vus ailleurs dans le monde. Quand on les décrit, c'est toujours de la même façon. Pas de front, de grosses arcades sourcilières, de grands yeux ronds et enfoncés, un large nez plat, même si celui-ci est moins imposant, mais toujours un nez plat collé au visage, une bouche avancée, pas de menton, la tête enfoncée dans les épaules, de très longs bras qui tombent jusqu'aux genoux, un corps massif, musclé et robuste, entièrement recouvert de poils. Maintenant, si on retire les poils, alors qu'est-ce que je viens de vous décrire exactement? Les préhumains, c'est bien ça, non? Vous avez vu les squelettes. Les préhumains, qu'est-ce qu'on doit en conclure? Les préhumains, ce sont les hominoïdes. Les hominoïdes, c'est les préhumains. Les préhumains, ce sont les préhominoïdes. Ce sont leurs ancêtres, pas les nôtres. Quiconque observe les faits le voit clairement. Les soi-disant préhumains sont, en réalité, des préhominoïdes. Bien sûr, c'est facile à dire comme ça. Mais quelles sont les preuves? Commençons par leurs pieds. Ils laissent des empreintes. On trouve leurs empreintes partout dans le monde. On en a recensé plus de 10 000, photographiés, moulés ou les deux. Aucun doute là-dessus. Vous savez quoi? Tout y donc. Sans exception, ils sont tous faux. Le souci, c'est qu'en fait, ils sont pas vraiment des faux. Ils ne peuvent pas être vrais. Ce n'est pas possible qu'ils soient vrais, parce que Darwin, c'est juste un prétentieux imbécile, et tous ceux qui le suivent aussi. Mais ils ne veulent pas qu'on pense ça d'eux. Donc, on dit que ce n'est pas authentique alors que ça l'est. Est-ce que c'est possible que tout soit des faux? Toutes ces traces pourraient être fausses. Est-ce que tout le monde pourrait se faire avoir? Non. Pourquoi? Parce qu'on connaît bien le sujet. Regardons ensemble. Il y a une science qu'on appelle l'ignologie. Un ignologue étudie les empreintes laissées dans les fossiles par des créatures vieilles de millions d'années. Montrez-leur un fossile. Ils savent examiner une empreinte, une trace, peu importe quoi. Ils savent dire ce qu'il a laissé. C'est toute une science. À l'époque préhistorique, chez nos ancêtres, il fallait avant tout transmettre aux enfants l'art de lire les traces dans la région et à reconnaître à qui elles appartenaient, pour pouvoir nourrir leur famille grâce à la nature et éviter de finir dans l'assiette d'un animal sauvage. C'est capital. Imaginez qu'on prenne tout ce qu'on sait. Vous rappelez Tonto? Bref, il savait repérer une trace d'un simple coup d'œil et en déduire tout un tas d'informations sur ce qu'il a laissé. On s'y connaît en empreintes. Voici deux notions de base qu'on connaît. Quand un pied vivant humain de singe ou même une patte de chameau laisse une empreinte, c'est toute une mécanique subtile entre les os du pied. Chez nous, ça fait 26 os, 33 articulations, des tas de muscles, de ligaments et de tendons, effectuent un mouvement très délicat et il pose le pied de façon précise, de l'axe central vers l'extérieur, laisse une empreinte distinctive avec de fines marques appelées lignes de compression. Diapositive suivante. Quand on le fait avec un faux pied, on ne retrouve pas cette finesse dans le mouvement, car il n'y a pas de partie mobile dans un faux pied. Si vous devez porter une prothèse de pied, vous aurez simplement un pied raide et rigide. On n'arrive pas à recréer quelque chose qui s'en rapproche réellement. Rien ne ressemble vraiment à un vrai pied. Que ce soit en plâtre, en caoutchouc, en plastique ou en bois, peu importe la matière d'un pied artificiel. Ce sera fait d'un seul morceau. Quand on le pose sur le sol, on doit l'appuyer ou l'écraser d'un seul coup. Alors ça laisse une marque bien reconnaissable. On voit une petite crête ici, avec des fissures, au-dessus et sur les côtés. C'est ce qu'on appelle une crête d'impact. On voit des lignes de compression et des bourrelets d'impact. Je pourrais expliquer tout ça à des enfants de primaire. On pose ici plein d'empreintes, vraies ou fausses. On leur donne une loupe et ils repèrent tout.
y trouvent à chaque fois. Par contre, pour les experts qui identifient les traces, d'ours, d'élan, de zèbre, ça ne change rien. Peu importe l'animal, ils sauront toujours le reconnaître. Aucun anthropologue ne remet ça en cause. Mais s'ils tombent sur une trace d'hominidé et s'exclament « Waouh, ça a l'air vrai pour moi aussi », l'anthropologue répondra « Bon, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu dis n'importe quoi, c'est un faux, tu te trompes, tu te rends compte à quel point c'est absurde. » Et la plupart du temps, tu les crois, parce que tu t'attends pas à ce qu'ils te mentent. Vous ne vous doutez pas qu'ils poursuivent un objectif. Mais pourtant, c'est bien ce qu'ils font. Souvenez-vous-en. Passons à la diapositive suivante. Voici comment fonctionne et à quoi ressemble un pied humain. Ici, c'est un pied sain, pas un pied plat. C'est un pied humain avec une voûte. Quand on pose le talon, on transfère l'élan dans la voûte, puis vers l'avant-pied, ce qui permet de retrouver un peu l'élan perdu, puis on pousse sur le gros orteil pour avancer. C'est comme ça qu'on marche. Les petits orteils se soulèvent et aident à garder l'équilibre. Ce soir, regardez vos pieds quand vous marchez. Voyez comment ça se passe. Votre gros orteil va appuyer au sol. Les autres orteils se soulèvent. Et ça va laisser ici une petite crête intacte dans le sol. Quand vous faites une empreinte, il reste une crête intacte juste ici. Mais ça, évidemment, sera aplati. Une empreinte très marquée. Aucun doute. Et devinez quoi? On marche mal, vraiment mal. Quand on analyse notre façon de marcher, on se balance en transférant notre poids d'un pied à l'autre. On bloque nos genoux. On avance surtout en se lançant avec les hanches. Voilà pourquoi nos articulations s'usent en vieillissant. Nos genoux et nos hanches, on les sollicite mal, on marche mal. Celui qui nous a conçus aurait dû revoir sa copie plusieurs fois. Ils ont bâclé le boulot. C'était une erreur. Bon, gardez ça en tête, passons à la suite. Regardons une empreinte typique d'hominidé. Voici Bigfoot, 40 cm de long, mais prise dans la terre poudreuse, qu'on trouve à la fin d'un été chaud. Du coup, l'empreinte est très nette. Observez les différences. Ici, on voit une ligne médiane, cheville très avancée, talon allongé et très élargi. Avant-pied très raccourci et élargi. Les 5 orteils ont presque tous une forme carrée et servent tous à l'équilibre. Car le poids est réparti de façon assez uniforme ici. L'élan de l'avant-pied part totalement de l'avant du pied, qui est creusé. C'est un mouvement en 2 temps. Leur pied est complètement différent. C'est un pied fait autrement. Pourquoi? Une créature complètement modifiée, plus massive, plus lourde, plus dense, plus robuste. Il faut un pied différent. Aucune voûte plantaire ne tiendrait un tel poids. Il n'y a donc pas de cambrure du pied. Torridalt, avec la plupart des soi-disant traces authentiques, c'est que les gars du coin font de grandes traces de pas humains et les laissent un peu partout dans les environs. On s'en rend compte tout de suite. Ils ne se rendent même pas compte qu'il faudrait un tout autre genre de pied. Mais ce qu'il faut vraiment voir ici, quand on marche, on avance, on fait ce geste, puis ça, et c'est assez maladroit. Regardez bien comment passe la force ici. C'est une démarche directe. Qu'est-ce que ça nous apprend? Il marche comme il faut. Il fait mieux que nous. Il le fait vraiment comme il faut. Il fait exactement comme il faut. Intéressant, non? Slide suivante. Voilà une autre caractéristique des meilleures empreintes d'hominidés. Crête dermique. Ce n'est pas évident à voir. En fait, ce sont les empreintes de vos pieds. L'empreinte du pied, c'est comme une empreinte digitale. C'est pour ça qu'on prend le pied d'un bébé à la naissance. Le doigt est trop petit, on préfère donc prendre le pied. C'est pareil, c'est unique à chacun. Les crêtes dermiques. Oh, je crois que ma batterie va lâcher. Oh non. Non, quand je le mets ici, il s'éteint. Si quelqu'un a une pièce de rechange, je veux bien. Je sais, mais je pense que c'est parce que j'ai un peu secoué la batterie. Bref, l'essentiel est que ceux qui fabriquent ces faux dans le monde prennent la peine de créer des milliers de pieds articulés. S'ils les vendaient, ils pourraient leur rapporter une fortune dans les prothèses. Et en plus, ils s'embêtent à graver des empreintes cutanées, alors que même au laser, ce serait compliqué.
Si c'était si facile, les criminels le feraient. Ils se referaient refaire leurs empreintes, non? Plutôt que de les supprimer en se mutilant. Même les lasers ne pourraient pas faire ce genre de choses, je pense. Ok, merci. Non, j'ai compris. Je vais m'en tenir à celle-là pour l'instant. Bon, vous me suivez? C'est la conspiration ultime. C'est comme ça que naissent les traces dominoïdes et toutes ces théories du complot. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que des absurdités les unes après les autres, qu'on vous demande d'avaler. Et la plupart du temps, vous y croyez. La plupart d'entre vous venus ici aujourd'hui pensaient sûrement que tout ce que disent les tabloïds sur les hominoïdes est vrai. Le souci, c'est que si les hominoïdes existent vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne suivons plus le cours naturel de la vie sur Terre, et ils ne veulent surtout pas que ça arrive. Ni la science, ni la religion. Dans ce cas précis, elles avancent main dans la main. Bon, diapositive suivante. Regardons ça à nouveau. Comparaison, traces de Bigfoot, moulage en plâtre, pieds humains. C'est juste pour que vous ayez bien l'image en tête. Passons à la suivante. Voici une autre paire d'empreintes dominoïdes. Vous le voyez, ces léchis paraissent bien plus sales parce qu'elles ont été retrouvées dans l'argile, pas dans la terre, comme tout à l'heure. Mais sinon, ce sont bien des empreintes dominoïdes, non? On les a trouvées ensemble, donc on suppose que c'est un mâle et une femelle comme celle qu'on a vue sur les traces de l'Aétolie. C'est bien ça, tout le monde est d'accord avec ça? C'est le summum de l'hominoïde, on est d'accord? Faux, vous savez de quoi il s'agit. Néandertaliens. Ce sont bien des empreintes de Néandertaliens, c'est certain. Toriano, en Italie, une grotte datant d'il y a 30 000 ans. Des objets néandertaliens partout dans la grotte. Néandertaliens, c'est du solide. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça prouve que les Néandertaliens étaient vraiment des hominoïdes, parce qu'ils ont des pieds d'hominoïdes, et aussi une tête d'hominoïde, comme on l'a vu avec les crânes. On peut raisonnablement supposer tous ceux qu'on a évoqués depuis Lucie, il y a 4 millions d'années, avaient aussi ces pieds-là, et étaient eux aussi des hominoïdes. L'empreinte à l'Aétolie, vous voyez celle dans le coin, elle y ressemblait beaucoup, n'est-ce pas? Les hominoïdes, ce sont les préhumains. C'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début. Là, je pousse un peu le raisonnement. Je prends un risque parce qu'on n'a pas les pieds, ni les empreintes d'autres préhumains. On doit donc se fier à la logique. Mais vous savez ce qu'on a? On a les pieds des Néandertaliens. On passe à la suivante. Pieds de Néandertaliens, pieds d'humains, puis à nouveau Néandertaliens. Tout le monde voit ce qu'il y a tout en bas? Désolé, c'est un peu bas à l'écran. Mais essayez de bien regarder. Levez-vous si besoin. On se croirait à un match de foot. Bon, voilà ce qu'il faut retenir. Remarquez, il n'y a même pas de comparaison. Regardez l'os du talon chez le Néandertalien par rapport au nôtre qui est tout petit. Voyez où est l'articulation de la cheville comparée à celle du Néandertalien. Voilà, ici c'est de l'os. Voici la petite articulation à côté de cette énorme. Et voyez comme elle est poussée vers l'avant. Observez comme l'avant-pied est raccourci et aussi plus large que le nôtre. Regardez la déviation. On voit bien la déviation du pied. Voyez comme c'est massif et solide, presque comme un roc. Regardez comme notre gros orteil écrase les autres. Et à quel point tout ça se ressemble. C'est fait pour l'équilibre, la solidité, la stabilité. On a un pied pas terrible, franchement. Pied moyen, démarche moyenne. Faudrait en parler aux responsables, non? On comprend pourquoi ça marche aussi bien. Ça fait boum, quoi. Parfait pour garder l'équilibre et la stabilité. Et porter tout ce poids. Bonne idée, mauvaise idée. Slide suivante. Bon, si j'ai raison, ils sont là quelque part, dans tous ces endroits. Où sont-ils exactement? Allez, jetons un œil à la planète. Si on enlève les déserts et qu'on retire aussi la toundra, il ne reste plus que les terres cultivables. Vous voyez, c'est là qu'ils vivent, dans les zones noires sur la carte. Les grandes forêts et jungles épaisses du monde. Nous, on vit dans les endroits ouverts, frais et agréables. Les zones roses, bleues et violettes, ce sont les meilleurs endroits, c'est pour nous. En gros, c'est 55% pour nous et 45% pour eux, et ça descend vers 40% pour eux. Comme vous le savez, on détruit les forêts à tout va. Il y a environ 500 ans, c'était 55% pour eux et 45% pour nous.
Là, vous regardez et vous vous dites, attendez. On est pourtant en plein désert. On vit partout. En fait, on vit dans la plupart de ces milieux. Mais en général, on ne vit pas dans ces endroits. Ni dans l'Himalaya, ni ici, ni dans la jungle. Quand on s'installe dans la jungle, on vit au bord de l'eau. On ne vit pas au cœur de la jungle. Quand on doit vraiment vivre en pleine jungle, qu'est-ce qu'on fait? On défriche, on ouvre des routes, mais on n'y reste pas, où on devrait se frayer un chemin chaque jour, juste pour aller à l'école ou faire des courses. C'est juste impossible. On n'est pas fait pour ça physiquement. Notre peau ne tiendrait pas le coup. Si on n'avait pas de vêtements, et si on ne pouvait pas défier la nature, si tout le monde ici se retrouvait nu et qu'on nous jetait dehors pour survivre comme les autres espèces, la plupart d'entre nous mourraient en quelques semaines à cause du soleil. Ceux qui ont la peau noire pourraient survivre jusqu'à l'équateur, mais nous ne pouvions pas survivre dans le froid. Nous ne sommes pas faits pour cette planète. Il faut bien se rendre compte de ça. Notre peau ne nous protège pas, sauf dans certains endroits bien précis. Les endroits les plus favorables. On croit pourtant qu'on peut vivre partout, dans le moindre recoin. On se croit maître du monde. C'est ce qu'on nous dit sans arrêt. Nous sommes humains, on se croit tout-puissants. Nous n'explorons même pas tout ce dont on se dit maître. Sachez que rien qu'aux États-Unis, un quart du territoire n'a jamais été exploré à pied, car il est trop difficile d'y accéder. On les observe uniquement depuis les airs. On ne s'y rend pas, on n'est pas si coriace qu'on le croit. Et sachez que les hominoïdes ne se limitent pas à ces endroits. Ils vont partout où il y a des forêts. C'est vraiment leur territoire. Mais ils vont partout où il y a des forêts. Les forêts sont leurs autoroutes car ils migrent. Ils migrent, ils nimberserbeek. Ils se déplacent au gré des saisons et les forêts leur servent de route. Puisqu'ils vivent en forêt, ils se partagent le territoire avec les ours. Les ours prennent la journée et eux la nuit. C'est comme ça que ça marche. Et sur les 5000 observations crédibles que nous avons aux États-Unis et au Canada, je ne parle pas des témoignages douteux. Je parle de vraies apparitions. 5000, ces 50 dernières années. La moitié à l'est du Mississippi. Il y en a dans tous les États, sauf peut-être le Nevada ou les montagnes du Nord. En Louisiane, dans les marais, il y a les petits. On l'appelle rougarou. Quand j'étais enfant, ne va pas trop loin de la maison. Le rougarou va t'attraper. Le petit homme rouge des bois. Le croque-mitaine. Le croque-mitaine. Ah oui, le croque-mitaine, c'est ça. Je me suis trompé. En Floride, il y a le skunk ape. Et dans le New Jersey, il y a le diable du New Jersey. En Arkansas aussi, il y en a partout. Je suis sûr que vous avez tous entendu des histoires comme ça dans votre région. Ils sont partout. C'est comme ça partout dans le monde. Ils vivent sur la même planète que nous. Allez, slide suivante. Vous me dites, bon d'accord, on est des humains, non? Pourquoi on n'irait pas en attraper un? Après tout, on est capable de tout. Pourquoi on se mettrait pas en route? Et on essaie d'en attraper un puisqu'il y en a autant. Le panda illustre parfaitement le problème. Le panda, c'était l'énigme du siècle dernier. On entendait des rumeurs venant de Chine sur un ours noir et blanc qui mangeait du bambou. Bien sûr, tous les experts, confortablement installés dans leur bureau, n'avaient même pas besoin de bouger pour affirmer ça ne tient pas debout. Ils ont des ours noirs, des ours bruns et des ours blancs, mais ils sont tous carnivores. Aucun ours végétarien, tu plaisantes? N'importe quoi, NEU69. Un naturaliste français part au Sichuan et voit la peau d'un panda fraîchement tué accrochée au mur. Et là, il comprend qu'ils existent vraiment. Alors tous les zoos et musées lancent les expéditions, dont on rêve encore aujourd'hui, pour partir à la recherche du prochain panda et le rapporter. Je suis sérieux. Le Sichuan, une région grande comme l'Arizona, c'est un relief très montagneux, difficile d'accès, couvert de bambous plutôt que de forêts. Mais pour le reste, c'est le même environnement que celui des hominoïdes. À votre avis, combien de temps ça leur a pris? Et on parle du 19e siècle, à l'époque où les gens connaissaient vraiment la forêt. Alors combien de temps, d'après vous?
60 ans, et arrêtez de vendre la mèche. Ne faites plus ça, s'il vous plaît. 60 ans. 60 ans. Ceux qui ont déjà vu le film, ne spoilez pas la fin. Ok, ça paraît exagéré, et ça l'est. Ils n'ont cherché que 30 ans. C'est là qu'Ivy s'est trompé. Ils n'ont cherché qu'une trentaine d'années, et ils ont laissé tomber. Ils ont conclu que l'espèce avait disparu. 30 ans plus tard, les filles de Teddy Roosevelt partent chasser, et en tuent un. Voyez? Alors ils sont repartis à la recherche. Cette fois, convaincus que c'était vrai. Et comme ils avaient appris entre-temps, ils ont commencé à en capturer. Et pendant les 20 années suivantes, ils en ont ramené 6. Aujourd'hui, les pandas suscitent un véritable engouement. Pourtant, même aujourd'hui, il reste extrêmement difficile d'aller dans la région sauvage du Sichuan et de capturer un panda à l'état sauvage. Qu'est-ce qui rend le panda si difficile à attraper? Comme vous pouvez le voir, son pelage est très voyant et il se distingue facilement dans la végétation verte. Il est actif de jour. Son alimentation se limite presque exclusivement au bambou. Il bouge très lentement. On les voit se déplacer dans les zoos. Ils sont vraiment stupides. Ils n'arrivent même pas à se reproduire aux zoos. Ils n'arrivent même pas à se trouver ou à comprendre. Mais il faut être sacrément idiot, non? Bref, ils ne font rien. Ils vivent leur vie. Et le problème vient de nous. On n'arrive pas vraiment à s'adapter à leur monde. On se croit à nouveau les maîtres du monde. Mais non, pas du tout. Et leur habitat, c'est aussi celui des hominoïdes. Les hominoïdes, eux, sont plus grands, plus rapides, plus forts. Ils vivent la nuit, ils mangent vraiment de tout. Ils entendent mieux, voient mieux, et j'en suis sûr, ils pensent mieux que nous. On va pas juste débarquer comme ça et tenter d'en capturer un, mais ça ne marche jamais. On ne les voit que par accident, ou on tombe sur eux par hasard. C'est là que ça se produit, et ça arrive souvent. On a de nombreux témoignages sur ces rencontres. Diapositive suivante. On va en voir quelques-unes. Le fameux film Patterson. Roger Patterson a filmé une créature femelle, marchant le long d'un ruisseau, en octobre 1967. Vous avez tous vu ça? Enfin, pas tout le monde, mais certains l'ont vu récemment, dans une émission télé, qui s'appelle World's Greatest Hoaxes. Elle-même était une supercherie. Cette émission était une vraie supercherie. J'ai écrit un long message à ce sujet, et il est disponible sur mon site, si ça vous intéresse. C'est une défense du film Patterson, qui met en avant ce que l'émission a passé sous silence, en essayant de faire croire que ce film est un canular, et en le critiquant, comme ça arrive souvent. Il ne fait aucun doute que ce film est authentique, et ce pour plusieurs raisons. On va voir ça. Très bien, il faisait beau, comme vous pouvez le voir. Le soleil brillait si fort que la lumière se reflétait sur son épaule et sur sa cuisse. Pendant qu'elle marchait, on voyait ses muscles bouger dans son épaule et dans sa cuisse quand elle marchait. En gros plan au ralenti, on le voit bien, ce que ce documentaire n'a pas apporté. Très bien. Si c'est quelqu'un déguisé, il faudrait coller le costume directement sur la peau. En faisant ça, on perd cette souplesse, ce mouvement naturel. La seule chose qui ressemble à ça, c'est de la vraie peau sur de vrais muscles en action. On pourrait s'arrêter là. Rien qu'avec ça, c'est bien réel. Voilà, mais rien ne nous oblige à nous arrêter là. Regardez son bras, si vous l'avez déjà vu, Browning. Elle avance comme ça. Son bras descend jusqu'à hauteur de ses genoux, comme on le dit souvent des hominoïdes. Pourquoi le coude se plie juste là, ce qui rend l'avant-bras bien plus long que chez un humain. Si c'était un humain déguisé, ce serait impossible. On ne pourrait pas plier le coude au même niveau. On pourrait s'arrêter là, tout simplement. La preuve que c'est pas un humain déguisé. Et puis Jerry Romney, celui qu'on soupçonnait d'être dans le costume, ils lui ont carrément mis des seins. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi se compliquer à ce point? Pourquoi aller aussi loin? En marchant, elle se retourne vers lui. On voit ses seins bouger naturellement. Elle avance de quelques pas, et on remarque ce fameux balancement qu'on connaît tous. Si c'était quelqu'un déguisé en 1967, on aurait eu droit aux premières prothèses en silicone. Vous voyez le genre? Là, c'est du 100% authentique. De plus, elle a laissé des empreintes dans le sable compact du lit du ruisseau. 2,5 cm, on a les photos, on a aussi les moulages. Le moulage du pied que vous avez vu tout à l'heure, c'était bien son empreinte.
Sans aucun doute, une empreinte de 2,5 cm de profondeur, alors qu'un homme de 90 kg marchait à côté d'elle. Et lui ne s'est enfoncé que de quelques millimètres. On sait donc qu'en faisant cela, elle devait peser entre 270 et 360 kg. Essayez d'imiter ça. Il faudrait vraiment porter une armure en plomb. Marcher avec un tel poids, c'est énorme. Ça prouve bien que ce film était authentique. En plus, comme ils l'ont dit dans l'émission, avec les faux films, on ne vous dira jamais où ça s'est passé, ni qui a filmé, parce qu'ils ne veulent pas qu'on interroge la personne, ni que des experts puissent se rendre et prendre des mesures sur place et découvrir la véritable taille de la créature. Patterson, lui, s'est rendu sur place aussi vite que possible, et il a contacté tous les spécialistes du coin qu'il a pu joindre, tous les anthropologues et spécialistes des eaux. Venez voir, vu de mes propres yeux, apportez des chiens s'il vous plaît. Mais il vaut mieux pas en prendre, parce que ces créatures sentent si fort que même les chiens d'attaque n'osent pas s'approcher. Si c'est juste quelqu'un dans un costume, les chiens foncent sans hésiter. Ils sont sur sa trace immédiatement. Évidemment, aucun expert n'est venu. Ils ne viennent jamais, de toute façon. Impossible de les convaincre de se déplacer, parce qu'ils savent très bien ce qui les attend. Grover Krantz s'est rendu sur place, jeune anthropologue, au début de sa carrière. Il en a regardé un et a dit « Pour moi, c'est vrai ». Et 30 ans ont passé, et il essaye toujours de décrocher un poste permanent. Ils ont pris Grover Krantz comme exemple pour montrer ce qui arrive à ceux qui prennent le mauvais parti sur ce sujet très sensible et polémique. Alors évidemment, aucun expert ne s'est déplacé. Patterson a tout bien fait, sauf filmer quelque chose de crédible. Sinon, il était top. Passons à la diapositive suivante. Voici Albert Haussmann sur une photo de 1957. Il raconte un événement arrivé il y a 33 ans. Jeune, il travaillait comme bûcheron dans le sud de la Colombie-Britannique. Il profite d'un congé. Il explore la région à la recherche de mines d'or disparues. Une nuit, alors qu'il dort dans son sac de couchage, une énorme main le soulève soudainement. Il le fourre au fond du sac, le porte sur son dos comme la hotte du Père Noël, et attrape ses affaires de camp de l'autre main, puis s'en va avec lui. Un Bigfoot l'a capturé. Il marche pendant 1 heure environ, il a à peine la place de respirer en haut du sac. La main n'arrivait pas à faire le tour du sac, ce qui lui laissait juste assez d'air pour respirer, mais il restait assez au fond. Il le jette dehors environ 1 heure plus tard. Il est prisonnier dans une cuvette de 4 hectares, entouré de falaises, d'où il est impossible de s'échapper. Il n'y a qu'une ouverture, tout en face de lui, et là-bas se trouve la tanière de le Bigfoot mâle qu'il a capturé, sa femelle et leurs 2 petits, un jeune mâle et une jeune femelle. Albert Haussmann reste avec eux 6 jours, avant de trouver comment s'évader. C'est à la fois drôle et ingénieux. Je passe les détails, ce serait trop long à raconter. C'est dans le livre, mais il s'échappe. L'important n'est pas la manière dont il s'est échappé, mais qu'il garde le secret pendant 33 ans. Il ne dit rien, de peur qu'on le prenne pour un fou, alors que ce n'était pas le cas. En Neum 57, il découvre dans un journal le témoignage d'un homme qui en a vu un cueillir des baies. Et cet homme raconte, si quelqu'un a vécu une expérience comme ça, tu pourrais me la raconter. Du coup, Haussmann lui écrit et lui raconte ce qui m'est arrivé. Quand les gens ont appris ce qui lui était arrivé, le pauvre, tout s'est effondré pour lui. Des experts du monde entier ont débarqué. Il a dû passer au détecteur de mensonges. À la chaîne, tu vois le genre. Donc tu vois, quand on raconte une histoire longue et pleine de détails, et que c'est inventé, on finit toujours par s'emmêler dans les détails. On finit par se planter, et les autres finiront par s'en rendre compte, tôt ou tard, que c'est un mensonge. Lui, il ne s'est jamais trompé. Il a passé tous les tests au détecteur de mensonges. Tous ceux qui l'ont côtoyé n'ont qu'à lire les témoignages. On disait que c'était un modèle honnête qui disait la vérité. Passons à la suite. Le fameux homme de glace du Minnesota. C'est plutôt un enfant de glace, en fait. C'était un jeune Bigfoot tué par un certain Frank Hansen dans les bois du nord du Minnesota, justement en 1967, la même année où Patterson a filmé son Bigfoot, à 3200 km là. Frank Hansen lui a tiré dans le dos et a ouvert un trou dans sa poitrine. Il est tombé, la colonne sectionnée, laissée au sol. Il a levé le bras pour se protéger le visage. Vous vous en doutez. Il lui a tiré dans le poignet, puis dans l'œil gauche. L'œil droit a été projeté sur sa joue, et l'arrière de sa tête a explosé. Coup de grâce, mort sur le coup. À ce moment-là, en 1967, Frank Hansen aurait pu changer l'histoire. Il aurait pu récupérer cette créature. Il l'aurait imposée de force à la science. Et on n'aurait même pas cette discussion aujourd'hui. Les hominoïdes seraient une réalité pour tous, depuis ce jour-là, évidemment. Mais Frank Hansen n'était pas comme ça. Lui, au contraire, il a vu le bon filon. Il a acheté un grand congélateur de 2 mètres. Il a balancé le corps dedans. Il l'a rempli d'eau et l'a congelé.
Il a recouvert ça d'une vitre, et il l'exposait dans des centres commerciaux et dans des foires pendant 12 ans, de 1968 à 1980. Est-ce qu'il y en a ici qui l'ont vu à l'époque? Il y a toujours quelqu'un qui l'a vu, alors ils pourront vous confirmer que c'était authentique. En fait, si vous y êtes allé et que vous avez payé l'entrée, vous voyez ce truc exposé. Et on voyait une sorte d'aspect neigeux, avec de la glace blanchâtre à cet endroit. Mais à cet endroit, on aurait dit du verre, presque irréel comme de l'air, complètement transparent. Vous voyez ce que c'est, la glace? On voyait très bien qu'il y avait un corps mort juste là devant soi. Mais ne vous fiez pas seulement à ce que je dis. Écoutez plutôt Ivan Sanderson. Quand Frank Hansen cherchait à faire parler de cette histoire, il a laissé Ivan Sanderson, zoologiste confirmé et cryptozoologue reconnu, examiner cet objet pendant 3 jours complets. Des lumières très puissantes, tout le matériel nécessaire. Et Sanderson a rédigé un rapport technique d'une précision incroyable à ce sujet, dont je cite plusieurs passages dans mon livre. Si vous lisez ça, vous verrez qu'il savait de quoi il parlait techniquement, d'un point de vue zoologique. Moi, je regarde ça avec un regard de non-spécialiste. Et à l'époque, j'étais encore jeune, mais c'est un regard parfait, presque celui d'un astronaute. Je vais vous dire ce que j'ai vu. Ce qu'on voyait, ce que tout le monde pouvait voir, parce que les genoux touchaient presque le haut du récipient. On voyait chaque poil. Tu vois comment les poils flottent dans l'eau? Ce ne sont pas des poils humains, c'est du poil de primate, long de 5 à 8 cm. Les poils dépassent partout. On dirait un coussin à épingle. Partout où l'on regarde, la peau est visible. Où que l'on pose les yeux, on aperçoit l'équivalent d'une petite mine de crayon. Ici, c'est tout rond, bien inséré dans un port, parfaitement circulaire et ajusté. Il y en a des millions, partout. On prétend que c'était qu'un modèle en cire et en caoutchouc, inventé par un imposteur, pour tromper les gens. Non? Tous les professionnels des musées de cire vous le diront. Les cheveux, c'est ce qu'on ne réussit jamais vraiment. Parce que pour obtenir un rendu réaliste des cheveux, il faut les implanter un à l'aide d'un outil, puis retirer l'outil, ce qui laisse une petite marque autour de chaque cheveu. Rien de tout ça sur cette créature. Mais ce qui m'a le plus frappé, et je pense que tout le monde sera d'accord, quand on abat un cerf, par exemple, on le laisse se vider de son sang. Et longtemps après, ça coule, ce liquide un peu rose. On se râpe le coude, pour celles qui n'ont jamais chassé. Quand on se fait une éraflure au coude. Et même après un moment, ça coule encore, ce liquide rose et collant. Ça continuait même quand il a mis à congeler, en versant l'eau dedans. Pendant que l'eau gelait, le liquide remontait en filaments, en ruban rose, collant. Ça sortait par toutes les blessures, la bouche, le nez. Quand on a une grave blessure à la tête, on saigne du nez et de la bouche, des 2 yeux et même du poignet. Des éclats d'os dépassaient du poignet, et à chaque blessure, des traînées remontaient du fond des plaies jusqu'à la surface et formaient de petites flaques, comme des cercles sur la glace. Je mets au défi quiconque essayerait d'imiter ça, de réussir à le reproduire et de rendre tout ça aussi réaliste. C'était du véritable. Passons à la suite. Peut-être la plus fascinante, l'histoire de Zana, une Alma de Russie. Vous vous souvenez, j'ai dit que les Almas avaient une taille humaine, entre 1,50 m et 2 mètres, et pesaient de 130 à 270 kg, et qu'ils sont surtout présents en Russie et en Asie. Voici Alma, ce qu'on appelle un néandertalien vivant. En voici un exemple, juste ici. Zana était elle aussi une Alma. Il faut bien comprendre cela. En Orient, la tradition veut que quand on en attrapait une, on la tuait sur le champ, on faisait sécher le corps, puis on revendait les parties pour la médecine, principalement comme aphrodisiaque. C'est la tradition là-bas. En Russie, par contre, quand on en capturait mâle ou femelle, on les réduisait en esclavage. Leur esprit était brisé. Ils finissaient dans ces villages isolés pour porter du bois, aller chercher de l'eau, faire les foins. Tout le sale boulot que personne ne voulait faire, laisse l'esclave s'en charger. Voilà comment leur sort a été scellé. Pour les femmes, il y avait un autre aspect. Elles étaient forcées de devenir les esclaves sexuelles des hommes du village. C'était aussi pour eux un autre avantage, d'avoir une femme captive. Voilà le destin qui a touché Zana vers 1850. Elle a été capturée alors qu'elle était adulte, en 1850. On ne connaît pas son âge. Elle était adulte. On l'a conduite au village de Tekina. Ils l'ont enfermée dans une fosse pendant près de 3 ans. Jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment brisée pour la laisser se déplacer. Elle dépendait d'eux pour sa nourriture. Puis ils ont commencé à lui apprendre à rapporter du bois, à rapporter de l'eau et à accomplir diverses tâches. Elle est devenue une sorte de mascotte du village pendant 40 ans. Elle est morte en 1890. Mais comment le savons-nous? Car en Orient et en Russie, ils n'ont pas les mêmes traditions que nous. Ce sont de très vieux pays. Ils vivent avec ça depuis des siècles. Eux, ils savent que c'est vrai.
Ils envoient des chercheurs pour en savoir plus. Ils envoient aussi des équipes pour les chercher. Enfin, du temps où la Russie avait de l'argent. Ce n'est plus le cas, mais ça, c'était au milieu des années 70. Pardon, en fait, au milieu des années 60. Ces recherches datent du milieu des années 60. Au milieu des années 1960, dans une région du Kazakhstan où elle a vécu, où la population était connue pour sa grande longévité. Vous connaissez ces coins du monde où certains atteignent 120 ans. Il y avait plus de 100 personnes âgées de plus de 80 ans qui l'avaient bien connu quand ils étaient jeunes. 10 d'entre eux étaient encore vivants, présents à ses funérailles. Ils ont donc pu recueillir des preuves concordantes, ainsi que de nombreux témoignages concordants sur elle, sur sa vie, ses habitudes, tout ce qui la concernait. Grâce aux témoignages de tant de personnes différentes, on a une idée précise de qui elle était et de la vie qu'elle menait. J'explique tout ça en détail dans mon livre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle n'a jamais su parler. Mais qu'elle comprenait tout. Les gens pouvaient lui parler, et elle comprenait ce qu'ils voulaient dire. Et sur place, elle a eu 8 enfants hybrides, avec des hommes du village. 8 naissances. Les 4 premiers sont morts par accident, parce que chez elle, on lave aussitôt le nouveau-né. Elle le trempait dans la rivière glacée qui traversait le village, et comme ils étaient à moitié humains, ils n'y survivaient pas. Alors pour les 4 suivants, les femmes du village les ont récupérés dès la naissance, et les ont élevés elles-mêmes, parce qu'ils ressemblaient tant à des humains. Chaque personne était précieuse dans ces villages primitifs à l'époque. Ils les ont donc élevés, et ils sont devenus citoyens russes. Ils se sont mariés et ont fondé une famille. Ces arrière-petits-enfants vivent encore aujourd'hui en Russie. Oui, c'est une histoire fascinante. Et que dit-on de ces enfants? On disait qu'ils étaient plus grands que la moyenne, et plus costauds que la moyenne, un peu plus robustes aussi. Mais ce n'étaient pas des géants ni des surhommes, simplement costauds, vous voyez, juste des gens grands et forts. Leur peau était plus foncée que la moyenne, mais ils n'étaient pas africains. Ils avaient des cheveux comme tout le monde, mais ils n'étaient pas couverts de poils comme elle. Intelligence ordinaire, ni surdoués, ni idiots. Ils étaient vraiment très laides. Malheureusement pour eux. Mais ils pouvaient parler, c'est ça le plus important. Ils savaient tous parler, leur voix était très aiguë. Mais ils parlaient tout de même, c'est ce qui leur a permis de s'intégrer à la communauté en tant qu'humains, même s'ils n'étaient pas vraiment humains. Les chercheurs étaient très enthousiastes de découvrir tout ça. C'est impressionnant. Et ils savaient où elle était enterrée. Elle est enterrée dans le cimetière du village. Malheureusement, c'est un village musulman. Là-bas, les tombes ne sont pas marquées. Donc, ils savaient qu'elle était dans le cimetière du village, présente depuis des siècles. Et ils ne savaient pas précisément où, car les 10 survivants n'avaient pas le même souvenir de l'endroit. Qui aurait pensé que 70 ou 80 ans après, quelqu'un s'y intéresserait? Donc ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et il aurait fallu tout raser. Mais le village a refusé. Alors quelqu'un a lancé, vous savez quoi? Son plus jeune fils, Kvit, est mort en 1954, juste 10 ans avant cette enquête. Ils ont dit qu'ils savaient où il était. Vous pouvez aller le déterrer. Alors ils l'ont vraiment déterré. Son Benjamin Kvit. Je le répète, souvenez-vous, les Néandertaliens avaient un cerveau plus gros que le nôtre. Et ce volume forme à l'arrière une bosse, appelée le bourrelet occipital. Regardons le crâne de Kvit. Le voici juste là. Observez bien, ça c'est un reste de bosse occipitale. Voyez comme il n'a presque pas de front. Regardez la taille des arcades sourcilières. Vous voyez? Ça vous dit quelque chose? Regardez la taille de l'ouverture nasale. Voyez la taille des dents. Regardez la taille de la mâchoire. Regardez la taille de cette pommette. Mais regardez-moi ce menton. C'est ça qui lui permet de parler. Ça, les enfants, c'est vraiment pas un beau gosse. En fait, c'est un homme de Néandertal. On n'a pas envie de croiser ce gars-là dans une ruelle sombre. Évidemment, les anthropologues affirment que c'est une forme extrême parmi les humains. Vraiment très éloignée de la moyenne humaine. Voilà comment il l'explique. Faites-moi confiance. Les hominoïdes sont réels. Ils vivent parmi nous aujourd'hui. Ils ont toujours été là avec nous. La planète leur appartient. Ce sont les primates indigènes et bipèdes de la Terre. Un jour, il y a eu une séparation entre les primates quadrupèdes et les primates bipèdes, mais nous ne sommes pas ceux-là. Des préhumains ou des préhominoïdes. Vous me suivez? Si vous êtes d'accord,
Cela veut dire que, comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas notre place dans la nature sur Terre. Et c'est un vrai problème. Alors, si ce n'est pas le cas, d'où venons-nous? Pourquoi et comment a-t-on commencé à laisser des fossiles sur Terre, il y a à peine 120 000 ans? Vous voyez, à la différence d'Alan, que vous avez entendu tout à l'heure, et peut-être d'autres intervenants que vous entendrez après, j'ai mon propre avis. Je ne partage pas forcément son avis. Vous êtes là pour écouter ce qu'on dit et vous faire votre propre opinion. Pour ma part, je soutiens les thèses de Sitchin, comme vous allez le constater, d'accord? J'ai mené mes recherches, et dans la 4e partie de mon livre, Sworer, la 4e partie reprend les écrits de Zecharia, Sitchin et des Sumériens. Parce que, passons à la prochaine diapositive, je pense que la véritable réponse à nos origines se trouve en Sumer. La Sumer antique, aujourd'hui l'Irak, le Tigre, l'Euphrate, les monts Zagros, le croissant fertile. Les Sumériens sont la première grande civilisation dont nous connaissons la sortie de l'âge de pierre. Vers 6000 ans, ils surgissent soudainement, tout semble déjà en place. Plus d'une centaine des premières avancées d'une grande civilisation, ce sont les Sumériens qui les ont conçues. Maintenant, selon la logique, et bien sûr, la théorie de Darwin veut que tout commence par la simplicité et évolue vers toujours plus de complexité, suggère que la première civilisation après l'âge de pierre allait sortir des cavernes en rampant, couverts de sang et d'égratignures. Non, mais non. Ces peuples font une entrée remarquable et commencent à bâtir de splendides cités, avec l'éducation, des lois, tout ce qu'il faut. Diapo suivante. Ils ont eu les premières villes, les premiers centres urbains, les premiers immeubles élevés, les premiers remparts, les premières routes, véhicules à roues, premiers navires, maîtres de l'eau, agriculture, le premier élevage animal, les premières lois, les premiers tribunaux, la première littérature. Tout ce que vous imaginez, ils l'avaient déjà. Enfin, tout sauf la télé par câble, peut-être. Oui, ils avaient vraiment tout. Ils étaient formidables. C'était une civilisation remarquable. Et les Égyptiens, les Grecs et les Romains sont issus de leur culture. Toutes ces civilisations ont hérité des Sumériens, ou du moins des Sumériens, je pense. D'accord? Parmi les premières choses qu'ils avaient, il y avait l'écriture. C'est ce qu'on apprend à l'école. On ne sait rien d'eux sauf qu'ils ont inventé l'écriture. Ils apparaissent, inventent l'écriture, puis disparaissent, et c'est tout, on les oublie dans l'histoire. On ne parle jamais de leurs écrits. Jamais rien sur ce qu'ils ont écrit. Personne ne parle jamais de leur incroyable sophistication. Encore une fois, car ça ne cadre pas avec le modèle en place. On préfère toujours commencer par les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et passer à la suite. Ce qu'ils ont écrit, d'ailleurs leur écriture était cunéiforme, était très avancée, basée sur les mathématiques. Au passage, leur système sexagésimal basé sur le 60 dépasse le nôtre quand il s'agit de très petits ou très grands nombres. Et ils mesuraient le temps, selon la grande année, soit 26 000 ans. Comment ils arrivaient à de tels calculs, entre autres? Mais dans leurs écrits, la plupart ce sont de petits documents griffonnés, principalement des reçus ou des factures. Je te vends ça, j'achète ceci, c'est un peu comme nos papiers administratifs. Mais ils en ont beaucoup, environ 5000 sur les plus de 100 000 que nous possédons, qui racontent leur cosmologie, leur cosmogonie, leur histoire, d'où nous venons, comment le système solaire s'est formé, et ce genre de choses. C'est ce qu'on va voir. Ce qu'ils racontaient, d'où ça vient. Quand on a commencé à traduire ces textes, à la fin du 19e, début 20e siècle, les traducteurs découvraient leurs récits. Ils se disaient, allez, faut pas exagérer. On classe ça comme mythe. Ce sont des mythes. Forcément, c'est des mythes. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. Et ils classent ça parmi les mythes. Alan en parlait. Un mythe. Zecharia Sitchin, un homme nommé Zecharia Sitchin, dans les années 50 se pose une question. Attends voir, comment la toute première culture peut-elle avoir un mythe? Qui le leur a raconté? Bonne question. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Donc, ils supposent que c'est en fait de l'histoire. Ils doivent raconter des faits réels, qui sera peut-être déformé en mythe par les cultures suivantes. Mais à la base, c'est d'abord une histoire réelle. Alors il examine les mythes avec cette idée en tête, et il en a tiré 8 livres, appelés la série Chroniques de la Terre, dont je me sers comme référence pour beaucoup de ce que je vais vous montrer, et ça va nous occuper un moment. On va donc résumer ce que disaient les Sumériens. La 4e partie de mon livre est en fait un condensé du travail de Sitchin. Ceux d'entre vous qui ont tenté de le lire savent que c'est parfois difficile d'avancer. J'ai essayé de simplifier au maximum. Comme ça, vous avez un résumé pour retenter le coup. Allez, diapo suivante. Selon eux, voilà ce qui s'est passé. Au début, pendant la formation du système solaire,
Il y avait le Soleil, Mercure, Vénus, Mars et une grosse planète nommée Tiamat, exactement là où se trouve la ceinture d'astéroïdes aujourd'hui. Et si vous connaissez la loi de Bode, il devrait y avoir des planètes à des emplacements précis, de taille précise, et tout ça colle plutôt bien. Sauf la ceinture d'astéroïdes, là où une planète devrait exister. Mais il dure pas. Saturne et Pluton étaient une lune de Saturne. Uranus, Neptune a formé le système solaire il y a environ 4 milliards d'années. C'est ce qu'on suppose en se basant sur des extrapolations, car ils étaient tous encore très fluides, toujours presque à l'état de lave, pouvant générer des lunes autour d'eux. Et nous savons que le système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Donc vers 4 milliards d'années, c'était à peu près ce moment-là que cela aurait eu lieu. Nibiru approche, planète sur trajectoire directe, comme celle vue aux infos il y a quelques mois. Elle avait été éjectée d'un système stellaire binaire, d'après ce qu'on voyait aux actualités. On l'a tous vu, ça devait être quelque chose de ce genre. Elle est attirée par la gravité des grandes planètes extérieures et déviée vers le Soleil. Puis elle se retrouve sur une orbite elliptique, comme une comète qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que les autres planètes tournent dans l'autre sens. Comme vous pouvez le constater, cela pose évidemment de vrais problèmes, quand les trajectoires sont opposées. Et la deuxième fois, Nibiru percute Tiamat de plein fouet à une vitesse incroyable. C'est bien une collision. Vous voyez? Passons à la suivante. Tout cela est raconté dans la grande épopée sumérienne de la création, l'Enuma Elish. Elle se compose de 6 tablettes racontant les événements et d'une tablette qui résume l'ensemble, que beaucoup voient comme l'origine des 6 jours de la création et du jour de repos. Parce qu'une grande partie de l'Ancien Testament vient directement des Sumériens. Et si vous connaissez l'histoire sumérienne et que vous avez lu Sitchin, vous savez de quoi je parle, ou si vous avez lu mes travaux, vous verrez que c'est bien le cas. Dans la grande épopée de la création, l'Enuma Elish, 6 des grands, les mystères de l'astronomie moderne et de la géologie de la Terre trouvent, je pense, des réponses plausibles. Vous avez entendu l'interprétation d'Alan à ce sujet. Je vais vous donner la mienne et vous exposer l'explication principale de Sitchin. Humor de la collision, Nibiru percute Tiamat. C'est un peu plus compact. Comme c'est plus ancien, ça s'est encore plus solidifié. Ça reste uni. Tiamat est littéralement brisée en deux, éclatée. Coupée en deux, et la croûte extérieure, plus légère, celle qui porte l'eau, est dispersée partout. Boum, une explosion tout simplement. La croûte la plus légère. Et ça repart avec l'eau. L'un des plus grands mystères de l'astronomie moderne, ce sont les comètes. C'est pour cela qu'elles défient toute explication. Elles arrivent de toutes parts. Dans un univers logique, quand le grand nuage primordial de poussière et de gaz tourbillonnant s'aplatit en disque pour former le système solaire, c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Tout ce qui s'est formé dans l'écliptique devrait y rester. Rien ne devrait en sortir. Pourtant, les comètes surgissent de partout. Ils ont donc dû les envoyer quelque part, là où ils sont aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Mais on n'en a aucune idée. Alors ils ont imaginé ce truc génial qu'ils appellent le nuage d'Oort. C'est tellement loin qu'on n'arrive même pas à se l'imaginer. Le nuage d'Oort, c'est une des plus grosses blagues qui existent. Voilà comment ils justifient l'existence des comètes, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre. Sauf que les comètes contiennent de l'eau. Et rien dans l'espace ne produit d'eau. Quand une planète refroidit, la lave dégage de la vapeur d'eau, et tout ça finit par se condenser. Donc les comètes viennent forcément d'une planète. Je trouve aussi que c'est assez convaincant comme explication. Aucune de leurs explications sur les comètes ne tient la route. Ensuite, il y a l'autre grand mystère, la ceinture d'astéroïdes. D'après eux, le Groger, à l'intérieur de Tiamat, lors de la collision, a été projeté hors de ses entrailles. Ses entrailles ont été déchirées et tout a volé en éclats. Voilà la ceinture d'astéroïdes. Eux l'appelaient le bracelet frappé. Nous, on l'appelle la ceinture d'astéroïdes. Mais elle est là, pourtant. C'est une explication plutôt crédible. Encore une fois, ça ne tient pas debout, comme avec la théorie de la planète explosée. Le souci, c'est que quand une planète explose, tout devrait partir en morceaux partout. Il ne devrait rien en rester. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça ne colle pas. Bon, le troisième cas, c'est Pluton. Pluton pose problème, comme vous l'avez sûrement entendu ces derniers temps. On essaie de la rétrograder. Elle n'a pas vraiment sa place. Elle ne rentre pas dans le moule. Son orbite n'est pas comme les autres. Elle passe à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Et elle est inclinée de 17 degrés par rapport à l'écliptique. En principe, rien ne devrait sortir de l'écliptique. Selon Rader, en faisant sa révolution, elle a arraché Pluton à Saturne, son point d'origine, et l'a laissé là où elle se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui,
tous les astronomes savent que Pluton n'est pas une planète comme les autres. À l'origine, Pluton était une lune d'une planète plus proche du Soleil. Ça, ils en sont sûrs, mais ils savent pas comment elle a pu terminer là-bas. Voilà une réponse plausible. Voyons maintenant la Terre. 3 grands mystères. La vie, d'abord. Admettons que la Terre soit un vestige de tout ça. La lune de Nibiru percute le reste de Tiamat, comme des boules de billard, et le propulse dans l'orbite de Mars, où il finit par devenir notre Terre, vestige de Tiamat. Mais le grand mystère de la Terre, c'est la vie. Comment la vie est-elle née? La vie surgit, peu importe ce qu'on raconte sur l'éclair, dans la soupe primordiale éteinte. Oubliez ça, c'est une blague, c'est juste une histoire pour rêver. Un joli conte pour ceux qui préfèrent ignorer la vérité, et qu'on sert aussi aux enfants à l'école. C'est toujours la version qu'on enseigne aujourd'hui. On sait très bien que les premières formes de vie sur Terre sont apparues soudainement. Il s'agissait de bactéries très sophistiquées, des prokaryotes, et il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a 2 sortes, et ils sont apparus il y a environ 4 milliards d'années. Du jour au lendemain, on retrouve 2 types de bactéries complexes dans les couches comparées à la toute première forme de vie. Si j'avais présenté la première partie, vous auriez vu tout ça. D'accord? Vous pouvez récupérer la cassette, ou mettre une cassette dans une salle, et montrer-la à tout le monde si vous voulez. Mais bref, la vie reste un grand mystère. Comment la vie aurait pu surgir soudainement, il y a 4 milliards d'années? C'est la question. Les tablettes racontent qu'au cours de la collision entre Nibiru et Tiamat, lorsque leurs eaux se sont mêlées, Nibiru aurait transmis la vie aux vestiges de Tiamat. Une explication parfaite pour l'apparition soudaine de 2 formes de vie évoluées sur ce vestige. Aujourd'hui, ce vestige est ici, accompagné de sa lune, Kingo, et il a changé de position, et nous constatons maintenant 2 grandes différences sur Terre, et tous les autres corps célestes dans l'univers. Il manque une grande partie de la croûte terrestre, et la planète a des plaques tectoniques. Les plaques bougent, comment est-ce possible? Il n'y a pas d'explication. Pourquoi? Parce que dans le vide, un liquide exposé au vide, que se passe-t-il? On voit ça souvent à bord de la navette spatiale. Il laisse flotter du jus d'orange ou du lait. Le liquide forme la plus petite et la plus compacte des sphères possibles. Voilà ce qu'un liquide fait dans le vide. Une petite sphère parfaitement compacte. C'est ce que font tous les autres corps célestes. Eux, ils n'ont pas de tectonique des plaques. Les plaques ne peuvent pas bouger, elles sont parfaitement serrées. D'où proviennent les plaques tectoniques? Lors de l'impact, l'arrière de Tiamat se fissure comme une coquille d'œuf, fendue comme une coquille d'œuf. Voici les plaques. Les plaques apparaissent. Et quand il manque de la croûte, évidemment, ça arrive quand il n'en reste que la moitié. C'est encore visqueux. C'est toujours du magma. Alors que va-t-il se passer? Elle va se resserrer en une boule, bien plus petite qu'avant. Qu'est-ce qui va se passer? Il manquera une grosse partie, un gros bout en moins, un grand trou en plein milieu. Dans sa croûte, cette cicatrice va se morceler au fur et à mesure que les plaques bougent. C'est comme ça que la tectonique des plaques apparaît et qu'on se retrouve avec la surface manquante d'aujourd'hui. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voyons juste une représentation de ce à quoi cela ressemble sans l'eau. Ce n'est pas à l'échelle, bien sûr, mais vous comprenez le principe. Aucune autre planète ou lune ne lui ressemble. Il s'est passé quelque chose. Et je pense que l'Enuma Elish donne une explication plausible à cela. Et pour tout ce que j'ai évoqué aussi. Diapo suivante. Une fois la poussière retombée, voilà ce qu'il en est ressorti. Le système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors que Nibiru suit une orbite de 3600 ans dans le sens horaire, et selon moi elle passe au-delà de l'orbite de Mars, à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes. Et la dernière fois qu'elle est passée, à mon avis, c'était vers 200 avant JC. Donc elle vient juste de passer son aphélie et ne reviendra qu'autour de l'an 3400, dans 1400 ans. Si j'ai raison, on n'a rien à craindre. Évidemment, ces dates font débat. Certains se basent sur des interprétations de textes. Moi, je prends comme repère la fin de la dernière période glaciaire. Cela s'explique par le passage de Nibiru, qui aurait provoqué une montée des marées. J'explique pourquoi dans mon livre. Je me base aussi sur la datation des carottes de glace et sur l'analyse des cernes des arbres. J'essaye d'appuyer mes recherches autant que possible sur des bases scientifiques. Parce que j'espère pouvoir un jour débattre d'égal à égal avec eux et le faire sur leur propre terrain, avec leurs règles. Vous me suivez? Passons à la diapositive suivante. Voici quelques preuves pour appuyer cette histoire que je viens de vous raconter. Tout commence avec les seaux cylindriques. Je voudrais simplement vous montrer ce qu'est un seau cylindrique. On en possède environ 5000 exemplaires. C'était en quelque sorte leur moyen d'imprimer.
Ils le faisaient rouler sur l'argile pour y imprimer des petites images comme celle-ci. Quand ils avaient une histoire à raconter, ils l'écrivaient sur des tablettes comme vous l'avez vu. Mais quand il se passait un événement que tout le monde connaissait, comme le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, on comprenait tous qu'un si petit objet pouvait contenir des millions d'histoires et des milliers de livres sur l'évolution. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde le savait. Bref, tout le monde savait que c'était l'histoire ou les dieux, ou peu importe qui a donné de l'eau au buffle, ou quelque chose dans ce genre. Le plus important, c'est d'observer les détails incroyables, ainsi que le meilleur de ces seaux cylindriques, et de réaliser qu'ils ne font que 5 à 7 cm de haut. Ça ressemble à de grosses bobines de fil, taillées dans des pierres précieuses ou semi-précieuses, taillées en forme de cercle pour qu'ils puissent s'ouvrir à plat tout en gardant du relief. Alors quand on demande comment c'est possible, la science dit ils ont sans doute percé des petits trous dans la pierre et élargi petit à petit jusqu'à obtenir la forme désirée. Mais les grains de sable sont plus gros que les trous qu'il faut pour faire ce travail, du moins pour certains exemples. C'est impossible. Même avec un laser, on parle ici d'une surface minuscule, même pas un pouce carré. Même les lasers auraient du mal à y arriver. Personne ne sait comment ils ont fait. Ils inventent n'importe quoi. Passons à la diapositive suivante. C'est celle que je veux vous montrer. Elle est bien plus ancienne. Comme vous le voyez, elle est beaucoup plus usée. 4500 ans, 4500 ans, 2500 avant JC. C'est la Weabera. Elle se trouve dans un musée à Berlin. La datation est précise. On appelle ça le don de la charrue. Ici, un dieu assis. Regardez, il est assis avec une charrue à la main. Là, c'est un dieu debout et à côté, un humain. Comment sait-on que ce sont des dieux? Parce que ils portent des cornes sur leurs casques. Les casques à cornes. Observez bien les cornes. C'est de cette façon qu'on les distinguait comme dieux, en tout cas à l'époque. Les Sumériens représentaient ça sur leurs sauts-cylindres. Gardez bien cela en tête, car au banquet tout à l'heure, on aura peut-être la chance de voir un vrai casque d'Anunnaki. C'est possible. D'habitude, ils gravaient ici des symboles astronomiques pour montrer de quel dieu il s'agissait, car c'était pas évident pour tous. Mais là, tout le monde savait qui c'était. Et regardez bien, l'homme porte un vieux bâton très rudimentaire, comme on en trouve encore aujourd'hui chez certains peuples. Voici cette nouvelle charrue en bois, créée il y a 4500 ans. On peut encore la voir aujourd'hui en Égypte. Et elle existe encore là-bas, et dans de nombreux autres pays où elle est toujours utilisée. Exactement la même charrue. C'est bien là l'invention de la charrue. Mais voici ce qui rend cette charrue vraiment spéciale. Regardons ça de plus près. Qu'est-ce que c'est? Le système solaire, non? Soleil, Mercure, Terre. Regardez bien leur taille respective. Terre, Lune, c'est minuscule quand on y pense. Quel minuscule grain de sable a pu faire ça? Mars est là, que devrait-il y avoir ici? C'est censé être la ceinture d'astéroïdes. Voici Nibiru et Nibiru. Jupiter, Saturne, Pluton comme lune de Saturne. Uranus, Neptune. Voyez, il est à peine plus grand qu'Uranus ou Neptune. C'est à peu près 3 fois plus gros que la Terre. D'après ça, Nibiru est une planète assez grande. Mais au fait, qu'est-ce qui prouve tout ça? Regardons ça de plus près. Voilà une vision du système solaire qu'on voit rarement. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé que ce qu'on regarde, c'est un seau cylindrique, date d'il y a 4500 ans, ou appareil Uranus, qu'on a découverte qu'en 1791. Les télescopes sont devenus assez puissants pour la voir. Il y avait aussi Neptune, découverte en 1846, lorsque nos télescopes sont devenus assez puissants pour l'observer, et plus découverte seulement en 1930. Une fois que nos mathématiciens ont réussi à dire à nos astronomes où chercher ce minuscule objet, comment les Sumériens pouvaient savoir ça? Et en plus, pourquoi ont-ils noté sur une tablette que si on regarde Uranus et Neptune là-haut, c'est-à-dire en étant juste en face d'eux, ils ressemblent à des jumeaux bleu-vert pleins d'eau, tant qu'on ne le savait pas. On pensait que c'était juste d'énormes boules de gaz, comme Jupiter et Saturne, jusqu'à ce que Voyager y soit allé en 1986. Puis en 1999, ils ont découvert étonnamment que ce sont vraiment des jumelles bleu-vert pleines d'eau. C'est ce que les Sumériens affirmaient il y a 4500 ans. Ils ne comptaient pas comme nous. Pour eux, la Terre n'était pas la 3e planète du Soleil. C'était la 7e. Ils comptaient donc en partant de l'extérieur, en plaçant Pluton à la bonne place. Que faisait-il de toutes ces connaissances? Ils l'affirment sans détour. Selon eux, tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, vient des habitants de Nibiru. Ces habitants seraient venus sur Terre et nous auraient tout transmis, nos connaissances, notre culture. Mais qu'en est-il des preuves? Y a-t-il des preuves?
Une civilisation avancée ait vraiment existé sur Terre, dans un passé lointain ou oublié. Oui, tout à fait. Les structures mégalithiques, comme les pyramides Tiwanaku, Baalbek, Teotihuacan, Stonehenge et bien d'autres encore. Il en existe des dizaines. Aujourd'hui, il serait impossible de les reconstruire. Pourtant, on veut nous faire croire une fois de plus que ces monuments auraient été bâtis par des peuples anciens, les Égyptiens, les Sumériens ou d'autres civilisations. D'une façon ou d'une autre, ils y seraient parvenus. Mais franchement, c'est totalement absurde. Impossible. Des chercheurs égyptiens ont voulu le prouver en s'attaquant à du granit et en frappant dessus à coups de pierre pendant des heures, au point de s'écorcher les mains, et sont repartis en disant « On n'a pas réussi à avancer ». Mais alors ces anciens, ils devaient vraiment avoir du temps à perdre, et ils ont fini par trouver comment faire. Ils n'ont rien voulu admettre après ça. Ils ne voulaient rien entendre. C'est insensé. Voici la pierre en question. Diapo suivante. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà. C'est un obélisque ancien de 1170 tonnes, resté inachevé à la carrière d'Assouan. Une fissure l'a rendu inutilisable. Du Granius. Il voulait en faire un obélisque, comme celui vu sur les diapositives d'Allen. Il fait environ 30 mètres de long, environ 3,5 mètres de large et autant de profondeur. Imaginez l'obélisque de Washington, mais en forme de bloc carré. Voilà, c'est fait. Voyons ce que ça donne à l'âge de pierre. Passons ensuite à l'âge du cuivre, parce que le cuivre ne laisserait même pas de traces. Puis arrivons à l'âge du bronze. Le bronze commence à l'entamer. Le bronze peut en grignoter un peu. Prenons maintenant des burins en bronze, ou des haches, peu importe, et confions-les à quelques ouvriers, et les envoyer bosser dans cette faille. À ton avis, comment ils vont s'en tirer là-dedans? C'est super serré. Même Plastic Man aurait du mal à se faufiler là-dedans. Mais l'essentiel, ils ont presque tout fini. Ils bossent sur la pointe, et là, ça casse. Tu connais le principe. Tu appuies là, ça fait ça. Franchement, tu crois vraiment que c'est fait à la main, ça? Non, on dirait une ponceuse qui arrache des bouts. Gros comme ta chaise. Des blocs de granit rose, parmi les pierres les plus dures, sont arrachés. Grrr! Et ils appuient trop fort avec leur machine. Tu connais la physique. Ça force ici derrière et ça finit par craquer. Ils l'ont cassé et ils ont fait « Oups, celui-là est fichu » et ils l'ont juste décroché. Puis sont allés ailleurs, nous laissant admirer ça, et nous demander comment ils ont fait. Mais avançons, et disons qu'ils ne l'ont pas abîmé, et qu'ils sont allés jusqu'au bout. Ces gens dits primitifs qui ont réussi à faire ça, c'est prêt? D'ailleurs, le trou fait environ 4,5 mètres de profondeur. Là-haut, c'est le dessus. Mais par où commencer? Il faut tirer au sort qui descend là-dessous avec un sac, pour le détacher par le bas. Mais qui oserait le faire avec 1100 tonnes au-dessus? Même nos meilleures lames diamantées n'ont pas réussi à couper. En dessous, le poids bloquait la lame. Le mot important ici, c'est impossible. On ne pouvait pas le sortir d'ici. Et pourtant, ils l'ont répété encore et encore, sans arrêt. Pour l'extraire, si seulement on arrivait à le détacher, il faudrait aligner une douzaine de nos plus grandes grues autour de ce trou, simplement pour le sortir. On vous trompe, tout simplement. C'est ça que vous devez retenir. On vous ment. Il est absolument impossible de déplacer ce bloc. Aucun des mégalithes n'a été fait par ces peuples à l'époque. Et ce n'est même pas le plus grand. Ils en ont jamais ramené du double de cette taille. D'accord? On passe à la suivante. Bon, on nous raconte que les Anunnaki seraient venus sur Terre pour l'or, pour l'extraction de l'or. À l'origine, on dit qu'ils auraient débarqué en Sumer antique. Mais pas il y a 6000 ans, mais il y a environ 430 000 ans, pour être précis. Il y a 400 000 ans, ils arrivent dans l'Irak d'aujourd'hui. Et ils s'installent dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Ils appellent ce foyer loin de chez eux, leur foyer loin de Nibiru, l'Éden. Vous verrez une affiche là-bas, près de mon stand. Les Anunnaki au-dessus de l'Éden. Voilà ce que ça veut dire. Parce que l'affiche montre la vallée du Tigre et de l'Euphrate, avec le symbole qui se dresse au-dessus. C'est là que ça se passait. Selon eux,
C'est là que se trouvait l'Éden. C'est ce que raconte la Bible. Ils ont installé leur camp et ils prennent l'or de ces rivières. Pourquoi leur fallait-il de l'or? C'était pour réparer leur atmosphère. En accédant à une technologie avancée, ils avaient abîmé une atmosphère immense, 3 fois plus grande que celle de la Terre, tout comme nous abîmons la nôtre en développant notre technologie. Ils ont donc dû la réparer, avec de la poussière d'or, aussi fine que du talc, projetée dans la stratosphère au-dessus, pour qu'il reste en suspension, et fasse office de miroir, et isole aussi des rayons cosmiques. Tu vois, c'est ce qu'on voit sur les visières des astronautes. L'or protège très bien des rayons cosmiques. C'est donc avec ça qu'ils ont dû réparer. C'est aussi ce qu'on devra utiliser pour réparer. On devra faire exactement pareil, quand viendra le moment de faire face à nos actes envers la planète. Alors ils sont venus, ils ont extrait leur savoir du fleuve. Il suffit de placer un bac dans l'eau, tu laisses le courant passer dessus, l'eau y dépose l'or sur une toile. Toutes les quelques semaines, tu viens le récupérer, et c'est très simple. C'est encore comme ça qu'on procède aujourd'hui, quand on peut, mais au bout d'un moment, aucune rivière n'y échappe. Et c'est ce qui s'est passé. Après environ 150 000 ans, ils avaient tout épuisé. Ils ont donc décidé de se répartir en groupes et de partir là où se trouvait le plus grand gisement d'or, c'est-à-dire l'actuelle Afrique australe. Ils se sont partagés entre le monde d'en haut, où la vie était facile, et l'Abzu, c'est-à-dire le monde souterrain, et il ne valait mieux pas y aller, car il fallait creuser dans les galeries pour trouver de l'or. Ça ne leur plaisait pas. Les Anunnaki se sont donc rebellés. Ils ne voulaient pas le faire. On veut qu'un esclave fasse ce travail pour nous. En plus, c'était un boulot pénible, réservé aux hommes. Tant qu'à faire, pourquoi pas des femmes aussi? C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi d'utiliser les créatures terrestres, c'est-à-dire les hominoïdes. Pour moi, les Almas étaient les plus probables. Ils ont prélevé leur ADN sur des créatures de la Terre pour créer ce nouvel esclave, mieux adapté physiquement à la Terre qu'eux. Mais l'esclave leur ressemblerait presque totalement. Nous allons créer l'Adamu, ce qui donnera plus tard Adam. Nous ferons l'Adamu à notre image et à notre ressemblance. C'est littéralement ce que ça veut dire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une version inférieure d'eux-mêmes pour en faire leur esclave. C'est nous, tout simplement. C'est nous. En fait, nous sommes des copies moins parfaites des Anunnaki. Comme vous l'avez vu sur le saut-cylindre, on leur ressemble. On est fait à leur image. Sur tous les sauts-cylindres, on est identique à eux. On n'a pas les cornes sur la coiffe. C'est tout. En fait, on est eux. Voilà pourquoi on n'est pas adapté à cette planète. C'est pour ça qu'on n'est clairement pas partie de cette planète. On a leurs os. On n'a pas d'os de primate. On a leurs muscles. On n'a pas de muscles de primate. On a leur peau. On n'a pas de peau de primate. Leur répartition des poils, c'est la nôtre. On n'en a plus sur le devant que dans le dos. Chez les primates, c'est l'inverse, plus de poils sur le dos. On a leurs yeux qui voient mal la nuit. Nous avons hérité de leur front. Nous avons hérité de leur cerveau. C'est là tout le secret. C'est leur cerveau que nous avons. C'est pour ça qu'on est unique sur cette planète. Nous sommes leurs descendants. Nous sommes des copies créées génétiquement à partir d'eux. Voyons comment tout cela a été possible. Le corps humain compte 100 000 milliards de cellules. Chaque cellule humaine a un noyau, sauf les globules rouges. Chaque noyau contient 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Dans chaque paire, un chromosome vient de chaque parent. Les chromosomes contiennent des brins d'ADN enroulés sur eux-mêmes. Les gènes sont des segments d'ADN qui contiennent les instructions pour produire les protéines, essentielles à la vie. C'est là que la manipulation génétique a lieu. On va juste survoler ça, mais c'est un point important. J'aimerais que vous compreniez ce qui va suivre. Passons à la diapositive suivante. Ne vous inquiétez pas pour les détails, ni la manière dont ça se passe. Voilà ce qu'ils font. Eux, ils peuvent accéder à une cellule. Nos généticiens, non. Enfin, nos généticiens ne peuvent pas faire ça. On peut ouvrir la cellule, puis le noyau, et extraire des fragments d'ADN, dont 88% est ce qu'on appelle l'ADN poubelle. D'ADN, on ne sait pas à quoi ça sert. Si jamais il a un rôle, on ignore lequel. 2% sont appelés tout simplement des segments actifs. Ils sont actifs, ils remplissent leur rôle. Ils produisent les protéines. Si vous coupez dans la partie inutile, au-dessus d'un segment actif, et dans la partie inutile, en dessous, et que vous les retirez, puis faites pareil avec un autre brin d'ADN, vous pouvez transférer n'importe quel élément où vous voulez. Un animal dans une plante dans un animal, un poisson dans un oiseau.
peu importe car tous les êtres vivants sont fondamentalement les mêmes. Gardez ça en tête. Nous sommes faits des mêmes 4 paires de bases et des mêmes 20 acides aminés. À la base, tout est identique. C'est comme des éléments qu'on peut assembler et interchanger. On dirait presque que ça a été conçu exprès pour qu'on puisse tout mélanger et combiner les pièces pour créer n'importe quoi. Ça fait réfléchir. Mais d'un point de vue technique, il y a un problème. Ce n'est pas une lame qui coupe. Les coupes ne sont pas précises. Il faudrait une lame de quelques molécules d'épaisseur. C'est la chimie qui fait la coupe. Des substances chimiques. La chimie peut être assez précise, mais des erreurs arrivent toujours. Il y aura des débordements là où il ne faut pas. Il y aura des éclaboussures au mauvais endroit. Des erreurs, il y en aura. C'est inévitable. On le sait, on se trompe tout le temps. Un autre problème du génie génétique, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir. Quand on s'y essaye, on ne peut pas prévoir. Il faut décider quoi faire. Il faut le faire. Il faut le laisser vivre. Et voir ce que ça donne. Et tu t'en sers pour décider quoi faire la prochaine fois. Et puis la grande peur, en génie génétique, c'est qu'un jour quelqu'un se trompe et crée une souche type Andromeda qui nous anéantirait tous. C'est un vrai sujet d'inquiétude. Mais tout le monde est très prudent. Et je ne me fais pas trop de soucis. Mais des erreurs arrivent car tout ça est minuscule. On parle de choses qui sortent du noyau de nos cellules. C'est minuscule, imaginez un peu. Mais ne cherchez pas à comprendre. Moi non plus, je ne comprends pas. C'est très complexe, mais ils y arrivent. Gardez ça en tête. Sachant cela, voyons des preuves qui, selon moi, montrent clairement que nous sommes, les Sumériens, espèces créées génétiquement par les Anunnaki. Diapo suivante. C'est parti. Le cortex cérébral, la surface très plissée du cerveau, est le plus lié à l'intelligence. En bas à droite, c'est la zone teintée qu'on voit ici. Si on l'enlève du cerveau d'un rat, ça tient sur un timbre. Chez un singe, ça recouvre une carte postale. Chez un chimpanzé, ça s'étale sur une feuille. Chez l'humain, ça correspond à 4 feuilles. On voit bien qu'il y a une transition. C'est un vrai changement. Il y a des trucs bizarres là-dedans. Eux, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Tout, vraiment tout. On utilise à peine une demi-page, mais différemment, par rapport à la façon dont eux s'en servent. Juste une demi-page. Mais comment on le sait? On le sait tous, on n'utilise qu'environ 10% de notre cerveau. On le sait grâce aux études sur les savants autistes. Vous le savez aussi, on sait que des milliers de kilomètres de connexions neuronales sont présentes dans le cerveau, mais restent inutilisées. On ignore pourquoi, le mystère demeure. Je vais vous expliquer pourquoi. On va créer un être assez fort, mais pas trop. Assez intelligent, mais pas trop. Ils ont limité ça génétiquement à 10%, ou peu importe la vraie limite. On ne sait pas vraiment où se situe cette limite. Mais quelle qu'elle soit, ils nous ont coupé du reste. On ne veut jamais qu'un esclave soit aussi intelligent que soi. Au contraire, on veut qu'il soit clairement inférieur, pour ne jamais avoir à culpabiliser, de le traiter comme un esclave. Ils nous ont donc programmés pour nous trouver brillants, mais pour eux, on était juste assez intelligents pour parler, comprendre des consignes et agir avec un peu de débrouillardise. Ils pouvaient nous confier les tâches et nous laisser gérer ça tout seuls. Ils nous ont juste donné de quoi nous trouver exceptionnels. Mais à côté d'eux, on ne vaut rien. C'est ce qu'ils ont fait. C'est assez évident. Prenons l'exemple des savants idiots. Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène, certains ont des éclairs de génie et des parties importantes de leur cerveau sont abîmées. Mais il leur reste ce don incroyable qui surgit d'une zone inattendue du cerveau. Vous voyez Dustin Hoffman dans Rain Man, non? Eux, leur génie, c'est les maths. Certains l'ont dans la musique, ou dans la sculpture, l'art, peu importe ça se manifeste. S'il n'y en avait qu'un seul, on pourrait se dire, c'est juste un cas exceptionnel. Mais il y en a eu plein, vraiment beaucoup. Tout ça existe, c'est dans nos têtes. On n'arrive pas à y accéder, on ne peut pas s'en servir. Mais si ce n'était pas en nous, ça ne serait pas dans leur esprit. Donc on sait que c'est arrivé. Ils ne savent pas comment. Pour moi, les Anunnaki l'ont fait exprès. Ça me paraît logique. Slide suivante. Alors l'ADN mitochondrial, fin des années 1. Vous vous en souvenez sûrement. Chez l'humain, plus de 89,99% de l'ADN cellulaire est dans le noyau. Le reste se trouve à l'extérieur du noyau, dans les mitochondries. Regardez, c'est ça dont je parle. Elles mesurent environ 16 000 paires de bases. Lorsqu'il y a reproduction, l'ADN du noyau se mélange. Mais ce n'est pas le cas pour l'ADN mitochondrial. Les spermatozoïdes n'ont pas de mitochondries, les ovules en ont.
C'est donc la mère qui transmet cet ADN inchangé à chaque génération. Quand on l'a compris dans les années 70, les biologistes et les généticiens se sont réjouis. Ils pouvaient enfin dater la séparation avec l'ancêtre commun. Plutôt, il y a 8 millions d'années, ou plutôt 5 millions d'années. Vous vous souvenez? On va préciser ça, ce sera l'un ou l'autre. On va trouver la réponse. Ils sont donc partis, et ils ont prélevé l'ADN mitochondrial de femmes du monde entier, toutes origines confondues, et ils ont tout rapporté au laboratoire, et les ont analysés. Et quand les résultats sont tombés à la fin des années 80, c'était pas il y a 8 millions d'années. C'était pas il y a 5 millions d'années. C'est beaucoup, beaucoup plus récent, entre 200 000 et 250 000 ans. C'est tout. Génétiquement, on n'existe pas avant 200 000 ou 250 000 ans. Évidemment, les anthropologues ont réagi. Vous êtes complètement cinglés. On a des crânes, des squelettes, des préhumains qui prouvent qu'on remonte à des millions d'années. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et les généticiens ont répondu, on n'a pas pu se tromper autant de fois. Impossible, on recommence. Et ils l'ont refait. Ils l'ont fait encore. C'est toujours pareil. Avant 250 000 ans, rien. Voilà, on est tout nouveau sur cette planète. Beaucoup de gens n'acceptent toujours pas ça. Beaucoup ne l'acceptent pas. Mais c'est vrai et c'est de plus en plus accepté, même si ça paraît choquant. Aujourd'hui, on sait non seulement quand l'humanité est apparue, mais aussi où elle est apparue. Où donc? Parce que les plus vieux fossiles sont toujours retrouvés en Afrique australe. Passons à la suite. D'ailleurs, la une de Newsweek en 1987 montrait que si Adam et Ève avaient vraiment existé, ils auraient été noirs. Ils devaient être noirs, mais ils savaient qu'ils allaient s'attirer des ennuis, surtout dans le sud. Alors ils ont essayé de les rendre aussi pâles que possible. Lui, il est presque aussi blanc qu'Oji, non? Mais l'essentiel, en essayant de satisfaire tout le monde, ils se sont pris des critiques de partout. On imagine les lettres envoyées au journal après ça. Le plus important, c'est que ça dit la vérité. Nos plus anciens ancêtres viennent d'Afrique australe, et nous avons entre 200 000 et 250 000 ans. Et devinez quoi? C'est justement ce que disent les Sumériens, que les Anunnaki nous auraient créés, il y a environ 200 000 à 250 000 ans, en Afrique australe, pour extraire leur or. Quelle coïncidence! Quelle coïncidence! Passons à la diapositive suivante. Que se passe-t-il quand une créature naît avec de gros problèmes physiques? Qu'est-ce qui lui arrive? Il meurt, les parents le tuent. Ce défaut ne passera pas dans le pool génétique. Là, c'est l'exception. Voici 28 de nos pires anomalies génétiques. Mais on en a 4000, et ce n'est pas fini. 4000, et ça continue. On n'a que 200 à 250 000 ans. On ne devrait même pas en avoir un. On en a 4000 et ça continue. Comment c'est arrivé? Des erreurs en découpant et recollant. On découpe et on recolle. Oups, erreur. Désoupage. Oups, une erreur. Ils s'en fichent. Ils fabriquent un esclave. Ils ne corrigeront pas les erreurs. Pourquoi se soucieraient-ils si 1 sur 100 en meurt? Si c'est 1 sur 10, ça leur est égal. Ils créent un esclave. Mais eux, ils connaissent les chiffres. On l'a appris à nos dépens. Si on laisse la population évoluer librement, ces chiffres chutent beaucoup par personne. Là, en ce moment, on a chacun en moyenne 50 des 4000. Et on se reproduit avec notre partenaire. Si on a un de ces 50 en commun, alors chaque enfant a une chance sur 4 de l'exprimer. On trouve des enfants trisomiques dans les familles aisées, et dans les familles modestes, et partout sur la planète. C'est ça, une anomalie génétique. Dans la nature, on voit parfois des veaux à 2 têtes, ou des chèvres à 6 pattes. C'est juste un problème lors de la fécondation. C'est pas le genre de choses qu'on voit tout le temps. Un exemple comme le spina bifida, qui empêche souvent de survivre jusqu'à l'âge adulte. Et même quand c'est le cas, la reproduction est impossible. Qu'est-ce que ça fait encore dans le patrimoine génétique? Tout a été mis là, vous voyez. C'est en place, ça ne fait aucun doute. Slide suivante. Alors allez, passons aux chromosomes. Ce n'est pas très visible, c'est surtout pour comparer. Ici, humain, chimpanzé, gorille, orang-outan. Vous voyez comme ils se ressemblent. On sait qu'entre humains et chimpanzés, l'ADN est identique à 9% et 88% avec les gorilles. Et là, on se dit, ah bon, on est presque des cousins germains. On ne peut pas être plus proches, on est quasiment pareil.
Eh bien, pas tout à fait, parce qu'on parle d'un génome de 3 milliards de paires de bases. 1%, ça représente 30 millions de paires de bases. C'est l'équivalent de plusieurs milliers de fragments d'ADN, quand on sait ce que ça veut dire. C'est énorme, mais il faut savoir que tous les animaux partagent aussi au moins 50%. Même l'écureuil, plus de 50%. Vous voyez? Donc c'est pas si incroyable que ça. Mais les Anunnaki font face à un vrai problème. Un problème sérieux. Et ce problème, c'est ça. Ils arrivent sur Terre et décident de créer un esclave. Ils choisissent d'utiliser une créature terrestre. Imaginons que ce soit un Alma. Ils analysent le sang et qu'est-ce qu'ils découvrent? D'abord, gros souci, 48 chromosomes. Tous les primates ont 48 chromosomes. Mais les Anunnaki, eux, n'en ont que 46. Comment on le sait? Parce qu'on a aussi 46 chromosomes. On descend des primates, et malgré tout, on a perdu 2 chromosomes. Ça fait beaucoup d'ADN en moins. Et pourtant, on se considère bien meilleur qu'eux. On devrait en avoir 68, ou quelque chose comme ça si on se réfère à eux. Mais non, on en a 46, ça prouve que c'est dû à une manipulation génétique. Et ils avaient un souci avec le régime des Anunnaki. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Vous voyez comment ça fonctionne. Il y en a parfois 24 dans le spermatozoïde ou l'ovule, parfois 23 dans le spermatozoïde ou l'ovule. Il faut donc que le spermatozoïde et l'ovule s'associent en faisant correspondre 23 ou 24 chromosomes. Peux-tu enlever un chromosome à la créature terrestre, celle qui en a 24, et qu'elle reste une créature de la Terre? Non. Peut-on s'ajouter un chromosome et rester un Anunnaki en passant de 23 à 24? Non. Là, c'est un vrai problème. C'est un problème insoluble. Et il faut ça pour créer le premier hybride, pour se lancer dans le génie génétique. Il faut créer un être vivant qui combine vos deux patrimoines pour pouvoir commencer à l'étudier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment résoudre ce problème? Il n'y a qu'une solution, et elle est vraiment ingénieuse. Tu observes et tu compares les chromosomes, et tu en repères deux qui peuvent fusionner et n'occuper qu'une seule place, tout en conservant tout le matériel chromosomique intact. On trouve un point où deux peuvent fusionner en un seul. Et là, tout est présent, mais ça n'occupe qu'une seule place, et là, vous êtes prêt à passer à l'action. Vous voyez? Regardons de près le chromosome numéro 2. Ils ont fusionné le deuxième. Ils ont juste regardé la série et dit oui, ça marche. Orang-outan 2 et 3, gorille 2 et 3, chimpanzé 2 et 3, homme. Oups, fusion. À ton avis, il faudrait combien de temps à la nature pour faire ça? On ne peut pas rêver meilleure preuve qu'on a été conçu génétiquement, comme il l'affirme. Diapo suivante. On peut donc se demander si tout ce qu'on croit savoir est faux, du moins sur nos origines, que des dieux nous ont donné la vie, via une fécondation en éprouvette, et qu'à l'origine, nous étions des hominoïdes couverts de poils, et que c'est ainsi que notre humanité est apparue. C'est d'habitude là que je m'arrête, et qu'on me prévient que le temps file. Donc je vais passer à ce que j'aimerais vraiment vous raconter. Ah, en fait, c'est là. Parce que ça m'enthousiasme vraiment. Le 12 de ce mois, il y a seulement quelques jours, j'ai reçu un mail d'une personne Voilà ce qu'il m'a dit. C'est un généticien, un vrai de vrai. Cher Monsieur P, je partage vos conclusions. Si vous voulez, je vous donnerai quelques pistes, à la manière d'un informateur secret. Pour commencer, observez les grandes différences entre l'homme et les différents singes concernant l'ADN mitochondrial, les gènes du facteur H et les chromosomes I humains, entre autres. Pour le troisième point, les chromosomes, je vous recommande l'étude de K.D. Smith, parue en 1987. Repeated DNA Sequences of the Human Y Chromosome. La majorité des séquences du chromosome Y humain étudiées n'ont pas d'homologue, des séquences similaires, sur le chromosome I des autres primates. L'ADN des femmes ressemble un peu à celui des grands singes, mais pas le chromosome I chez l'homme. Si nous sommes bien une espèce hybride, comme vous le dites, moi y compris, le croisement devait être entre une femelle ressemblant à un singe, une créature de la terre, comme le racontaient les Sumériens, et un homme venu d'un autre monde. Ce que j'affirme aussi. Il ajoute que les évolutionnistes choisissent certains gènes qui paraissent presque identiques chez l'homme et le singe, puis ils créent un arbre généalogique, en faisant abstraction des énormes différences infranchissables qui existent par ailleurs.
Et d'après certaines techniques de datation génétique, on voit que beaucoup de gènes ont été ajoutés récemment au génome humain. Si des scientifiques comme moi osaient dire de telles choses publiquement, on serait mis à l'écart, et je parle d'expérience, voire condamné à finir sous une tente. Toute recherche de ce genre serait aussitôt refusée, sans discussion possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien à vous, DNA Deep Throat. Alors voilà ce que ça veut dire. Merci. Ça veut dire qu'on a gagné. On a gagné, parce que d'où vient celui-là, il y en aura encore plein d'autres. Plus ma notoriété grimpe, et franchement, je crois être le seul à parler de génétique. Comme tu le vois là, je vais encore en recevoir plein d'autres. On va gagner, vous avez vu les preuves. En ce moment, on prend une sacrée raclée, on se fait démonter, voilà pourquoi on nous traite de marginaux. C'est parce qu'on attaque sans cesse de front. Chaque film, observation, chaque témoignage ou capture, chaque rencontre qu'on leur présente de bonne foi. On dit la vérité, non? C'est vrai, c'est vrai. Et eux, leurs paroles, ça vaut quoi? Des menteurs, ils arrangent ça à leur sauce. Ils te disent que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne comprends pas ce que tu vois. Tu t'es trompé, c'était juste un gaz des marais ou autre chose dans le genre. En gros, ils sont là à dire que vous êtes qu'une bande de menteurs. Nous avons raison, pas vous. Et comme c'est notre parole contre la leur, nous on dit la vérité, eux mentent. Et pourtant, c'est eux qu'on croit. Jour après jour, année après année. C'est franchement frustrant, non? Franchement, ça me rend fou. Mais au final, c'est nous qui gagnerons. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans nos gènes. Les gènes sont avec nous. Et là, c'est pas vraiment ton domaine. J'ai tout simplifié au maximum pour que tu puisses saisir l'essentiel. C'est pareil dans mon livre. Faut que tu le saches parce que c'est la porte dérobée, les gars. On va pas les attaquer de face. Ça fait des années qu'on fait comme ça. Ils savent comment s'y prendre avec nous. C'est notre parole contre la leur. On va perdre. Mais, et la génétique, c'est quoi? C'est leur parole contre la nôtre. C'est leur recherche contre la nôtre. Eux, ils vont perdre. On va les battre avec les preuves génétiques. Il faut les battre. On va les battre. On sait qu'on a raison. On sait qu'ils ont tort. Eux aussi, ils le savent. Ils savent qu'ils ont tort. Il faut se forger un mental solide et accepter qu'on est en guerre. C'est une bataille. Ici, ce n'est pas un combat avec des règles nobles, messieurs. C'est une vraie baston. C'est un combat au couteau. Et il faut aller convaincre les gens. Au moins, apprenez ces bases. Au lieu de leur balancer des trucs qui vont rebondir dessus, comme des billes sur une porte de grange. Visez juste avec des arguments percutants. C'est ce qu'il faut. Ça va marcher. On peut réussir. On va y arriver. Merci.